rencontre vendredi 8 juillet 2022 entre les anciens chefs d'État burkinabés et le colonel Damiba. Une rencontre qui a été décriée par la société civile, mais également de nombreux panafricanistes qui réclament haut et fort que justice soit faite. Alors, retour à présent, chers téléspectateurs, sur la conférence de presse qui s'est tenue après la dite rencontre. On se retrouve juste après. Bonjour à tous. L'initiative de la rencontre avec leurs excellences, les anciens chefs d'État, poursuit un et unique objectif qui est la recherche de la cohésion sociale au regard de la situation difficile que traverse notre chère patrie de Burkina Faso. En plus des efforts qui sont fournis par les forces engagées et l'ensemble des populations contre le terrorisme, il nous est paru opportun d'examiner avec nos prédécesseurs les meilleures conditions qui pourront créer et forger une solide cohésion entre Burkinabés. Toute chose qui contribuera à renforcer et démultiplier nos chances de succès dans la lutte contre l'insécurité qui menace les fondements même de notre cher pays. Beaucoup de communications partisanes ont voulu dénaturer le sens et la portée de cette initiative. L'urgence de la préservation de l'existence de notre patrie commande une synergie d'action qui ne nous autorise pas à nous donner le luxe de perdre le moindre temps dans la polémique. Cette rencontre au sommet, tenue sur la terre de nos ancêtres, et nulle part ailleurs, a porté principalement sur la recherche d'une paix durable pour notre pays. Pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée pour mieux incarner les idéaux de l'ensemble de la nation. Nous avons invité à cette rencontre leurs excellences Jean-Baptiste Ouedraogo, Blaise Compaoré, Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida et Roch-Marc Christian Kaboré. Pour des raisons de santé, le président Michel Kafando n'a pas pu participer. De même, le président Yacouba Isaac Zida n'a pas pu faire de déplacement pour des raisons administratives. Le président Kaboré a quant à lui été physiquement empêché par un groupe d'individus de participer à la rencontre. Nous avons pris acte et nous l'invitons à ne pas se mettre en marge de la démarche en cours. Aux Burkinabés qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous leur disons que le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation
au-dessus de toute considération politique ou partisane. Et saisis l'occasion pour transmettre, au nom de leurs excellences, les anciens chefs d'État, et à mon nom propre, au président Michel Kafando, qui nous a fait parvenir un message de soutien, nos vœux de prompte guérison. À nos aînés qui ont pris part à cette concertation d'intérêt national, nous réitérons toutes nos gratitudes pour l'effort consenti. Nous sommes convaincus que c'est seulement dans la cohésion sociale et dans l'unité que les forces qui combattent en ce moment même le terrorisme seront davantage déterminés et auront plus de succès. Des dispositions seront d'ores et déjà prises pour poursuivre en bilatéral les concertations avec les anciens chefs d'État qui n'ont pas pu participer à la présente rencontre, et pour limiter également les résistances politiques, associatives ou tout autre contraire à la dynamique de recherche d'alternatives complémentaires pour la stabilisation du pays. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso. Pour la patrie, nous vaincrons ensemble. Merci. Alors pour le colonel Damiba, ce retour de Blaise Compaoré n'est pas pour consacrer l'impunité, mais plutôt pour rechercher des solutions, invitant ainsi la population à mettre en avant les intérêts supérieurs au-dessus de la nation, au-dessus de toute considération politique. Alors, Maître Janvier Momo, quel est votre cri de lecture? Alors, premièrement, je l'ai dit à l'entame, la présence de Compaoré au Burkina Faso signifie la deuxième mort de Thomas Isidore Sankara, puisque le 6 avril 2022, cet homme a été condamné par le tribunal militaire burkinabé. Et lors de sa condamnation, le jugement de sa condamnation accepte les mandats, puisque la condamnation n'était pas contumace, il n'était pas présent, il n'était pas dans la salle, a accepté les multiples mandats émis contre l'intéressé, contre cet accusé qui n'était pas à la barre. Alors, comment est-ce que, quel est l'intérêt du régime burkinabé de faire voyager un homme qui, dans son gestuel, n'est pas différent d'une statue, de venir au Burkina Faso pour une réunion au cours de laquelle on parle de la cohésion entre les Burkinabés? Est-ce que les Burkinabés ont des problèmes entre eux? Est-ce qu'il y a des particules au Burkina Faso qui ne cogitent pas autour de l'atome principal qu'est la cohésion nationale, l'unité nationale? En clair, est-ce que l'unité nationale de la République du Burkina Faso est mise en question? Que non. Alors, nous pensons que à côté d'une communication 17e, parce que ça n'a rien à voir avec la communication usuelle, nous pensons que, à défaut d'une opération pour plaire, Madame Capen, il y a derrière cette histoire une forme de pardon, qu'on demande de pardon par rapport aux événements qui ont poussé Blaise Compaoré hors du pouvoir. Vous savez, c'est la rue qui a poussé Compaoré hors du pouvoir. Et nous ne comprenons pas comment, dans une entreprise dite de réconciliation et de cohésion nationale, qu'on fasse venir un criminel. Il a été condamné, il a été déclaré coupable d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État burkinabé, l'atteinte à la sécurité qui a conduit à la mort le 15 octobre 1987 de Thomas Isidore Sankara. Alors, comment est-ce qu'il peut fouler
le sol burkinabé. Est-ce que dans la recherche de la cohésion nationale, le président de la transition d'Amiba a pensé à la famille de Thomas Isidore Sankara qui veut que la justice soit rendue? Elle a été rendue au tribunal, mais il manque l'exécution de la décision du tribunal, c'est-à-dire que Compaoré rejoigne Kafando et Diendéré en prison. C'est de cela que nous nous attendions du côté de Burkina Faso. Donc pour nous, il n'y a pas un intérêt à faire venir Compaoré aux côtés d'anciens chefs d'État avec qui ne jouissent pas d'ailleurs de la même notoriété que lui. Compaoré, nous savons que c'est l'impérialisme qui a maintenu Compaoré au pouvoir après l'assassinat complice de ce même impérialisme de Thomas Isidore Sankara. Nous savons pour qui a roulé cet homme, Blaise Compaoré. Nous savons que le désordre qui a été créé en République de Côte d'Ivoire a été monté de toutes les pièces au Burkina Faso sous la présidence de Blaise Compaoré. Alors, est-ce que Damiba avait besoin d'un Blaise Compaoré aux côtés des autres anciens chefs d'État avec qui il n'a rien à voir, avec qui il ne se ressemble pas? Nous pensons à un moment donné que Damiba lui-même, et c'est un ancien élément du régiment de la sécurité présidentielle, qui à l'époque faisait feu de tout bois au Burkina Faso. Nous avons peur que les espoirs et les attentes des Burkinabés se fondent dans une entreprise où les Burkinabés ne se retrouvent plus, puisque ce régiment de la sécurité présidentielle était au-dessus de la loi. Et nous avons peur que ce soit le même processus qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que Compaoré est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Président Bandakane. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire? Il entre au Burkina et il ressort sans que le mandat d'arrêt ne soit exécuté. Cela veut dire qu'il y a une sorte de fuite en avant de ce que le tristement célèbre régiment de sécurité présidentielle sous Blaise Compaoré, de ce qu'il infligeait au peuple burkinabé. C'était un régiment qui ne dépendait que de Blaise Compaoré, qui lui-même était au-dessus de la loi. Nous pensons que la présence de Compaoré dans une entreprise de transition au niveau du Burkina Faso, cette présence n'était pas nécessaire. Elle est même très inopportune. Et je suis d'accord que certains Burkinabés qui sont encore épris de foi, de combat panafricaniste, aient empêché Roch-Marc Christian Kaboré d'assister à cette mascarade. En réalité, que devait faire Roch-Marc Christian Kaboré devant un personnage que le peuple s'est soulevé et a buté hors de la République du Burkina Faso? Nous pensons que Mme Capin, c'est très contre-productif dans un gouvernement de transition. C'est des erreurs. Et au-delà des erreurs, nous voyons derrière ce type d'entreprise la main de la France. Nous savons que Compaoré a servi la France au propre et au figuré, non seulement en République de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout au Burkina Faso. Nous pensons, ça ressemble un peu au retour de Jean Bédel Bokassa, où à un moment donné, il était très gênant en France et on a inventé un procès de toutes les pièces pour le faire rentrer et mourir tranquillement en République centrafricaine. Je pense que c'est le même scénario, surtout que l'impérialisme français suit toujours le même chemin. C'est le même mode opératoire. C'est toujours les mêmes engins qu'on utilise pour les mêmes routes. C'est toujours le même son qu'on utilise pour les mêmes instruments de musique. C'est toujours les mêmes recommandations politiques qu'on recommande pour ceux qui ont servi la France. Nous pensons que derrière ce retour de Blaise Compaoré, d'ailleurs, quand nous le regardons, il n'est pas différent d'une statue. Parce que debout, on lui apporte la chaise à plusieurs reprises et l'entourage a honte de le voir assis. Mais pourquoi amener un moribond en République du Burkina Faso, un moribond qui ne peut servir, apporter aucun avantage à cette transition? Et la transition au niveau du Burkina Faso a des défis à relever. Premièrement, c'est le défi sécuritaire. Deuxièmement, c'est le défi économique. Et les Burkinabés se plaignent de ce que on parachute n'importe qui, n'importe où, en République du Burkina Faso. Ce sont parce que nous les panafricanistes, nous attendons à une transition militaire. Il y a une transition qui se passe au Mali. Et nous voyons comment il y a une certaine cohésion entre le gouvernement et le peuple. Donc, pour nous,
Madame Capin, il est clair, c'était non seulement très contre-productif, mais ça réveillait un souvenir d'un certain 15 octobre 1987, lorsque nous voyons cet homme debout, alors que Thomas Isidore Sankara est dans une tombe. Et il est dans une tombe. Dans quelles conditions? Il a été perforé comme de la passoire avec les hommes de Blaise Compaoré, son ami, entre guillemets, qui a été monté de toutes les pièces par l'impérialisme. Alors, est-ce que Damiba est en train de ressusciter l'impérialisme en République du Burkina Faso? Est-ce que Damiba est dans une entreprise où il faut plaire aux sbires, où il faut plaire à ceux qui ont ramené la République, des hommes intègres, à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un pays avec d'insécurité? Nous pensons à un moment donné que cette transition en République du Burkina Faso est en train de susciter beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations parce que il y a d'abord eu une première rencontre avec les anciens chefs d'État, vous vous souvenez. Alors, cette deuxième rencontre, elle rime à quoi? C'était juste pour accompagner ce voyage de Compaoré. Est-ce que Damiba veut plaire à une partie du régiment de la sécurité présidentielle qui a encore qui a encore assujetti à ce Blaise Compaoré autant de questions parce que nous ne comprenons pas. Mais un homme pareil, lui, je pense qu'il n'a pas pris la parole. S'il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il pouvait dire du Burkina Faso? Qu'il a plongé dans l'insécurité du Burkina Faso, dont il a concouru au braquage de ses ressources par l'impérialisme qui l'a monté de toutes les pièces pour détruire une icône panafricaine qu'on appelait Thomas Isidore Sankara. Alors, pour nous continuons à nous poser des graves interrogations. Si le gouvernement de transition du Burkina Faso n'a rien à voir, alors que la société civile prenne ses responsabilités. Merci. Alors, monsieur Dacier de Bedounte, Blaise Compaoré, accusé dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, se retrouve à cette rencontre. Comment comprendre? Oui, merci pour votre question. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Et moi, personnellement, je reconnais ça de mes frères burkinabés. Ouais, ils ne pouvaient pas ne pas faire autrement. Il faut qu'ils le fassent. Vous savez, Valère Sommet avait écrit, Valère Sommet, c'est le concepteur du DOP, Discours d'orientation politique. Il avait écrit un ouvrage qu'il a titré, Thomas Sankara, l'espoir assassiné. C'est ça qui est là aujourd'hui. Et ceux qui ont tué Thomas Sankara n'ont pas tué Thomas Sankara pour construire le Burkina, mais ils ont tué Thomas Sankara pour jouir du pouvoir. Et je l'ai dit ici, Thomas Sankara n'a pas été tué par l'impérialisme. Thomas Sankara a été tué par l'ethnocentrisme. C'est l'ethnicisme qui se vit au Burkina qui a tué Thomas Sankara. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, je suis fier. Je suis fier que la honte de cette ethnocratie au Burkina atteint ce niveau pour qu'au niveau mondial, on puisse voir la bêtise que l'ethnocratie a occasionnée au Burkina. Je l'ai dit devant vous parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso, c'est le pays de Daniel Wenzen Coulibaly. C'est le pays de Nazi Bouni. C'est le pays de Thomas Sankara. C'est le pays de Joseph Kizerbo. C'est le pays de Laurent Gbagbo. C'est un pays de grands hommes qui ont produit des idées. Alors comment ce pays se retrouve aujourd'hui dans des situations où aux yeux du monde, on se retrouve comme des enfants, mais on le mérite. On le mérite. Parce que ce que vous avez vu avec Blaise Compaoré n'est rien d'autre que l'accomplissement d'un comportement culturel inné en des gens qui veulent le pouvoir rien que pour le pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'ils ont humilié Roch. Le même Jean-Baptiste Ouedraogo a conduit Roch-Marc Christian Kaboré qui allait rencontrer Damiba. Alors que Damiba, le Roch-Marc Christian Kaboré était sous résidence surveillée. Pourquoi il refuse? Parce que tout simplement, quand on l'a libéré, certains ont trouvé que non, faut pas, il va partir. Mais lui-même, il voulait partir. La conférence de presse qu'il a faite, il a dit quoi? Il ne s'était pas opposé. Donc, je vous dis ceci. Pour comprendre un système, il faut connaître les acteurs. Ceux-là qui dirigent le Burkina aujourd'hui, l'après Blaise, ils viennent d'où? Quand, par exemple, Blaise a été chassé,
qui devait prendre le pouvoir? C'était le président de l'Assemblée ou le chef d'état-major général des armées? Puisque la société civile étant inculte, j'ai dit bien haut et fort, la société civile burkinabé est inculte. Ces jeunes-là qui militent, il ne faut pas compter sur ceux-là pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Parce qu'une jeunesse qui ne connaît pas son histoire, qui n'est pas politiquement formée, mais qui a été formée par des ambassades, des ONG, pour faire la promotion des idées, ne peut pas prendre ses responsabilités. Les Thomas Sankara dont on parle aujourd'hui, ils se sont formés, ils ont pris leurs responsabilités en connaissant l'histoire du pays et de l'Afrique pour aller vers le panafricanisme. Et quand on a chassé Blaise, pourquoi ces jeunes de la société civile ne se sont pas décidés à prendre le pouvoir? Mais ils sont allés se mettre derrière un coup d'État ethnique. Ça, je cite Souman Touré, un homme politique qui a passé tout son temps à dénoncer ce coup d'État. Ils sont allés s'aligner derrière Zida. Parce que Zida était à Bobo Dioulasso pour préparer la fête de l'armée le 1er novembre. Denguéré l'a appelé de monter. Ils sont venus, ils ont pris le chef d'état-major général des armées, Traoré, Nabéré Traoré, pour faire un coup d'État. Et Zida a pris le pouvoir, il a été soutenu par cette même société civile. Et on a vu la suite. Zida, c'est qui? C'était lui qui était le numéro 2 du RSP. Après Zida, on a fait venir Kafando. Kafando, c'est qui? C'est lui qui était à l'ONU, qui défendait les dossiers de Blaise Compaoré. Il a fait plus de 14 ans à New York, au niveau des Nations Unies. Il a été envoyé par Blaise Compaoré. L'après-transition, qui on a amené? On a amené Roch-Marc Christian Kaboré, qui a envoyé l'affaire de l'article 37 à l'Assemblée. C'est Roch-Marc Christian Kaboré, quand lui-même il était président de l'Assemblée. Et il a dit, c'était à la une du journal L'Observateur Palga, qu'elle n'est pas motivé, l'article 37 est antidémocratique. Et c'est lui qui a envoyé ce problème. Et le président de l'Assemblée nationale, Ansou Ngalo Ouattara, est venu tomber dans ça. Il est venu gérer le dossier à chaud comme ça. C'est Roch-Marc Christian Kaboré, c'est eux qui ont défendu l'article 37. Il a pris le pays. Qu'est-ce qu'il a pu, il a pu poser comme problème pour régler les problèmes du Burkina Faso? Rien. Et maintenant, c'est lui qui a fait le coup d'État. D'où vient-il? C'était un élément du RSP. Donc, tous ceux-là aujourd'hui qui parlent, ils ont fait poser quoi comme bon acte pour que le pays puisse souffler? Ils n'ont pas posé de bons actes au début. Ce cinéma que vous voyez là, cette honte que vous voyez là, ça a commencé par Roch-Marc Christian Kaboré lui-même quand il était président. Il avait mis en place un ministère de la réconciliation, chose qu'il a fait dans son deuxième mandat, et c'est Zéphirin Diabré. Zéphirin Diabré a été en Côte d'Ivoire rencontrer Blaise Compaoré. Les gens ne parlaient pas de son retour pour le jugement, ils sont allés le voir comment il va revenir. Quand Damiba est venu, il a dit que lui n'est pas un révolutionnaire, il a dit que c'est les victimes qui doivent pardonner. Et la société civile, il y a un journaliste qu'on appelle Damis, il a écrit sur sa page Facebook pour dire que Mariam Sankara, l'épouse de Thomas Sankara, doit aller en Côte d'Ivoire prendre du thé avec Blaise pour pardonner à Blaise Compaoré. Voilà comment tout était mis en œuvre. La société civile, les partis politiques. C'est vrai qu'il y a des Burkinabés qui se défendent. Mais je vous le dis aujourd'hui à Mondo Vision, le Burkina mérite ce qui lui arrive. Parce que quand dans un pays, vous ne reconnaissez pas les gens qui ont des idées, vous vous rejetez les uns les autres, vous allez finir par cette bêtise qu'on voit aujourd'hui à l'échelle mondiale. C'est une honte. Et pourquoi aujourd'hui la justice n'a pas agi? La justice ne peut pas agir parce que cette même justice-là vient de Blaise Compaoré, de Roch-Marc Christian Kaboré, de Damiba. Et pire, dans quel pays au monde vous avez vu quelqu'un qui fait un coup d'État et qui vient être installé par la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel? C'est le Conseil constitutionnel qui a installé Damiba. Et quand Roch-Marc Christian Kaboré était au pouvoir, c'est les magistrats. Il a mieux géré les dossiers des magistrats, il a augmenté les salaires et il a bradé le syndicalisme. Il a traqué les syndicats. Il n'a rien foutu de bon. Mais pourquoi aujourd'hui, ce procès Sankara, quand on dit que c'est moi je dis que c'est du braconnage judiciaire. Et les Burkinabés ne méritent pas qu'on s'apitoie sur eux. Imaginez-vous, on est allé au cimetière de Dangouin, déterrer les restes de présumés tombes de Thomas Sankara. On a amené pour des analyses. Où sont les résultats? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que là où on dit c'est la tombe de Sankara, c'est Thomas Sankara qui est enterré? On n'a pas répondu à cette question. Pourquoi on ne voit pas le volet ethnique dans l'assassinat de Thomas Sankara? Puisque dans les médias, des gens ont rendu témoignage.
Pourquoi aujourd'hui l'assassinat de Thomas Sankara, on n'a pas impliqué les puissances étrangères? Pourquoi on n'a pas impliqué les puissances étrangères? Et on a traité les dossiers, allé proclamer le verdict, tout en sachant que Blaise Compaoré n'était pas là. Et aujourd'hui, c'est normal que Blaise Compaoré revienne parce que c'est le même système, c'est les mêmes acteurs, viennent répondre à ces cirques-là et repartir tranquillement en Côte d'Ivoire. Parce que les Burkinabés, pour eux, aujourd'hui, la réconciliation nationale, c'est entre ces mêmes acteurs. Mais d'où vient l'historique de la réconciliation nationale au Burkina? Les gens ne veulent pas en parler. Mais nous avons des problèmes bien avant l'indépendance. Des problèmes ethniques. Parce que la France, au sortir des indépendances, avait dit que c'est le peuple Mouaga qui doit diriger le Burkina parce que c'est le peuple le plus accommodant. C'est-à-dire des gens bénis, oui. Parce que pendant la colonisation, la France sait qui est qui. Et c'est comme ça qu'on a empêché même le parti RDA d'atteindre le pays Mossi. Et voilà d'où sont partis nos problèmes. On a monté les uns les autres. Et c'est là que Nazi Boni, avant les indépendances, a dit à Maurice Yameogo, il faut qu'on parte à la réconciliation des cœurs. Parce que Maurice Yameogo lui-même était victime d'un coup d'État organisé par le roi de Ouagadougou le 17 octobre 1958, où il disait que la constitution du Burkina doit être écrite sous monarchie constitutionnelle. Et lui, il sera l'empereur du Burkina Faso. Il était soutenu par la France. Voilà d'où sont partis nos problèmes. Et Maurice Yameogo aussi, lui, n'a pas écouté Nazi Boni. Nazi Boni, le grand fédéraliste, quand on parlait de la fédération du Mali, c'était l'un des grands acteurs clés. Il a tellement lutté pour le fédéralisme, on lui a donné la capitale à Bobo Dioulasso pour honorer la lutte de Nazi Boni. La capitale de la fédération du Mali serait à Bobo Dioulasso. Maurice Yameogo l'a combattu. Plus tard, le comportement de Mossi était tel que Nazi Boni était obligé de déposer un dossier officiel, pas une rébellion, pas un parti politique, dire ouvertement à la France, il faut créer une république, il faut séparer ces Mossi-là des autres, parce qu'avec cette allure-là, le pays ne peut pas se reconstruire. C'est des faits de notre histoire. Je ne suis pas ethniciste, mais il faut qu'intellectuellement, d'un point de vue panafricain, on ait le courage de mettre le doigt sur nos plaies. Il faut qu'on regarde nos réalités en face. Nazi Boni a été accusé de sécessionniste, finalement on l'a tué. Qui a ramené encore l'idée de réconciliation nationale? C'est Valère Sommet, après son exil, qui est revenu voir le même Blaise Compaoré. Il faut qu'on se parle, parce qu'il y a trop de crimes. Mais qui a commis les plus graves crimes politiques? L'assassinat des gens au Burkina, c'est bien les Mossi. Il faut le dire ouvertement. Vous rappelez-vous de l'assassinat de Norbert Zongo? Norbert Zongo a fait quoi? Parce qu'il défendait le chauffeur du petit frère de Blaise Compaoré qu'on a accusé de vol et qu'on a brûlé le dos. Le même RSP a brûlé le gars le dos. Demandez au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, on va vous envoyer les images de l'assassinat de Norbert Zongo. Non seulement pour avoir été non content de le tuer, on lui tire dessus une arme incendiaire. Et les gens ont brûlé comme ça. Alidou Ouedraogo disait que c'est un tas de charbon. Mais ces crimes ont continué. Aujourd'hui, le peuple burkinabé, qui devait avoir le courage de s'asseoir et de se parler, les gens continuent avec le même système, les mêmes acteurs, parce que les Mossi disent que le pays, c'est pour eux, c'est eux qui doivent diriger, alors qu'ils n'ont pas d'idée, ils n'ont rien produit comme idée, ils ne veulent pas que les autres essaient. Voilà où ça conduit le pays. Et tenez-vous bien, à l'heure où je vous parle, sous Damiba, le ministère de la Réconciliation, il dit qu'ils vont mettre plus de 65 milliards dans l'indemnisation des victimes. Un pays qui prend 65 milliards frais pour mettre dans la réconciliation, alors qu'il n'y a pas d'usine au Burkina Faso. Il n'y a pas d'usine, à part Brakina, la Sosiko, c'est-à-dire il n'y a rien. Bobo Dioulasso, qui était une ville industrielle, la capitale économique, est devenue un cimetière industriel. Parce que c'est les mêmes Roch-Marc Christian Kaboré qui ont fermé les usines à Bobo. Mais aujourd'hui, où se trouve le pays? Tout ce que vous voyez, il n'y a pas d'analyse à faire, mes frères. On vit un problème ethnique. On vit un problème ethnique. Et comme les gens sont en manque d'idées, je rejoins l'aîné Momo, mais quand vous regardez Blaise,
Est-ce que, africainement parlant, on peut prendre un vieux, quelqu'un qui est dans cet état-là, pour le faire sortir, pour venir parler de réconciliation? Mais les Mossi ne peuvent pas faire mieux, puisqu'ils ne se disent pas la vérité, ils n'écoutent pas les autres. C'est ce qu'ils ont fait avec Roch, qu'ils ont fait sortir pour aller rencontrer Damiba. Quand vous voyez Roch, c'est sa tête qui reste. Tout maigri, tout blanc. Mais il faut dire la vérité aux gens. Damiba aurait pu aller voir Blaise à Paris, secrètement, comme il a fait, comme il allait voir Macron. Ils vont discuter et se retrouver entre eux. Pour discuter, on n'a pas besoin de venir présenter quelqu'un comme ça, mais c'est ça, c'est le tribunal de l'histoire. Les gens vont perdre, c'est la honte qui va tuer les gens, mais comme la honte ne tue pas, c'est cette honte-là que finalement, nous, les Burkinabés, on a étalé à travers le monde. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là, vous trouvez une solution. Je suis désolé. Ils ne trouveront pas de solution parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et ce n'est pas que le Burkina manque des idées. Le Burkina a produit des idées. Tous les rapports du Collège des sages, le Haut Conseil pour la réconciliation a produit des rapports. Le médiateur du Faso a produit des rapports. Il y a des rapports qui existent. Ce n'est pas les idées qui manquent. Mais nous avons atteint actuellement, l'histoire nous a rattrapé, cette honte, ce qu'on a cultivé au Burkina comme ethnicisme là. C'est ça qui est sorti aux yeux du monde. Moi qui suis petit là, dans mon village, dans l'éducation villageoise que j'ai reçue là, quand un vieux est comme Blaise Compaoré, sa langue a rempli sa bouche, il ne peut plus parler, ses lèvres s'écollent, ça veut dire qu'il n'a plus longue vie. On ne le présente pas au public comme ça. Moi, actuellement, je ne suis pas contre le retour de Blaise Compaoré. Mais qu'on amène Blaise Compaoré faire face à la justice. Je termine en disant ceci. Et je m'adresse à mes frères burkinabés et à mes frères moi aussi. S'ils ne font pas venir Blaise Compaoré au Burkina pour terminer ses jours, ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, si on laisse Blaise Compaoré mourir en terre ivoirienne, notre malédiction, ça sera maintenant comme ça. Parce que, africainement parlant, quelqu'un ne peut pas envoyer des troupes, ne peut pas détruire un pays, tuer des gens, égorger des gens, éventrer des gens. Et après, on le chasse de son pays. C'est dans ce même pays où il a souillé, il a tué, il va aller terminer sa vie. Et nous, on a une première malédiction. Le Naba Wobgo a été en exil quand il résistait contre la France. Il est parti là-bas. On n'a pas fait ses funérailles. On n'a même plus parlé de lui. Même ses restes, on n'a pas songé à faire revenir au pays. Et c'est cette malédiction qui nous suit au Burkina. Chaque fois qu'un président vient, il descend par coup d'État ou bien on le renverse. Et s'il descend, soit il va en exil, chez les Mossi seulement. Parce que les deux présidents Samo qu'on a connus, Lamizana et Cézerbo, après ils sont restés au pays, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un parce qu'ils n'ont commis aucun crime, ils n'ont trahi personne, ils sont morts sur leur natte dans leur propre maison. Lamizana même sous le TPR, quand on l'a condamné, les gens sur place au tribunal ont cotisé. Parce que c'est un gars bien. Ils ont cotisé, ils ont payé son amende et ils l'ont soulevé comme ça. Donc aujourd'hui, les réalités sont là. L'histoire nous a rattrapés. Moi, je ne suis pas contre son retour. Mais à l'heure où nous sommes, vu ce qu'est Blaise Compaoré aujourd'hui, moi je pense que les chefferies Mossi, les leaders burkinabés, tous nous devons accepter que nous devons aller prendre Blaise Compaoré, amener, il va faire face à la justice et terminer ses vieux jours. Parce que si on laisse Blaise mourir en Côte d'Ivoire, qu'on a soué, qu'on a humilié, qu'on a tué, à notre malédiction là, je ne sais plus ce qu'on va laisser pour nos ancêtres et nos enfants. Je parle en tant qu'Africain et je suis dans la vision africaine. Ce n'est pas une analyse à l'occidental, non. Nous sommes Africains. Tu ne peux pas tuer des gens, égorger, brûler des gens dans un pays et aller mourir là-bas. Je pense que c'est initiatique. Et il faut que le Burkina amène Blaise, il va s'asseoir, répondre, l'amener même à se repentir. Et il va faire face à la justice et terminer ses vieux jours. C'est cette sortie qui nous sera honorable, nous les Burkinabés. Sinon, ce qu'on a fait à l'encontre de l'Afrique, si Blaise termine à l'extérieur comme ça, moi je pense que vraiment la malédiction qui va s'abattre sur nous. Parce que Thomas Sankara, dont le frère l'aîné Momo parlait, où est son corps? Il faut que Blaise Compaoré parle.
Aujourd'hui, on ne sait pas où est le corps de Thomas Sankara. Le procès, on a donné le verdict, mais on n'en parle pas. Les restes qu'on a ramassés, aller étudier là, ils n'ont pas donné les résultats. Pire, les enfants de Thomas Sankara, ils n'ont jamais plus mis le pied dans leur propre pays. Nous sommes des Africains. On ne peut pas vivre éternellement dans l'exil, à l'exil. Il faut que ça s'arrête. Et moi, j'interpelle les Burkinabés à travers, en tout cas, votre média. J'interpelle les Burkinabés à travers ce plateau. Il va falloir que nous et la Côte d'Ivoire, on se parle parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est chaud. Alassane veut rencontrer Bédié, Gbagbo, ils vont s'asseoir parler. Donc nous, parce que moi, je défendais la thèse au Burkina Faso qu'il faut qu'on présente nos excuses au Mali et à la Côte d'Ivoire. Et je suis pour ça. Il faut que le Burkina se lève aujourd'hui, africainement parlant, demander pardon à la Côte d'Ivoire et au Mali. On a gâté le nom de Gbagbo, comme on le dit. Gbagbo est là à la CPI, il est revenu calmement dans son pays. Nous, maintenant, on est là, on est face à nos problèmes. Parce que si on ne demande pas pardon et qu'au Burkina, on ne se dit pas la vérité et dire au Morsi, laissez le pouvoir maintenant. Il y a des gens qui ont des idées, on va les donner, vous allez voir ce qu'ils peuvent faire. Si on continue dans ça, parce que Damiba lui-même qui est là, selon l'histoire, on ne sait pas comment Damiba va terminer, on ne sait pas comment il va terminer son pouvoir. Est-ce qu'il va arriver, vu les tensions, vu les problèmes, vu les trahisons. Donc c'est des frères qui se trahissent dans la gestion du pouvoir et qui reviennent aujourd'hui dire qu'il faut se réconcilier. Damiba a trahi Roch. Roch a été trahi par son ministre de la Défense. Et Roch, à la dernière minute, s'est entouré de ses frères aussi pour gérer le pouvoir. C'est eux qui l'ont trahi aujourd'hui. Et au moment où on parle, Damiba a enfermé encore son propre frère, Zungrana. Parce qu'il voulait faire le coup d'état, Zungrana s'est opposé. Il allait dire à Roch que c'est Zungrana qui veut faire. On arrête Roch et Zungrana, 2 semaines, jour pour jour, Damiba fait son coup d'état. Donc voici un peuple qui s'auto-trahit, et qui est en train de détruire le Burkina. Donc, je vous dis merci pour le courage que vous avez eu en abordant ce sujet. Mais avec vous, les Camerounais, qui avez toujours pleuré le Burkina Faso, je pense que j'interpelle les autorités camerounaises à s'impliquer pour que ensemble nous demandons pardon à la Côte d'Ivoire et au Mali. Nous sommes des Africains. On ne doit pas avoir des bagarres entre des voisins. Monsieur Bertrand Tatinda, pour le peuple malien, pour le peuple burkinabé, être exclu de ce rendez-vous est inadmissible. Quelle appréciation faites-vous de la situation? Déjà, Madame Capel, j'ai suivi avec beaucoup d'attention notre très cher frère. Je ne partage pas tout ce qu'il a dit. J'ai eu à certains moments eu du mal à le suivre. C'est normal. Je suis Camerounais. J'ai jamais été au Burkina Faso. J'ai eu beaucoup d'amis en France. Ils sont très brillants. Ils sont très brillants, les étudiants burkinabés. Sciences politiques, droit, mathématiques fondamentales, physique fondamentale, physique atomique. Ils sont extrêmement brillants. C'est ce qui m'avait le plus surpris. La quasi-totalité d'enfants modestes. On a souvent présenté ce pays comme un pays modeste. C'est un pays, quand vous regardez les indicateurs économiques, c'est un pays modeste, mais qui produit des enfants extrêmement brillants. Donc, il faut faire la part des choses entre le vrai peuple burkinabé, d'enfants intelligents, patriotes, qui aiment leur pays, qui a compris tous les enjeux et les manipulations de la France. Qui arrivent à corrompre même l'élite intellectuelle et l'élite politique. D'ailleurs, notre frère le dit très bien, que la quasi-totalité de l'élite politique, de l'élite militaire, de l'élite traditionnelle, de l'élite pensante, même de société civile, eh bien, navigue dans cette corruption et dans les bras de la France où on défait les uns, on défait les autres, on agite la fibre ethnique, tribale. Vous vous souvenez pas en Côte d'Ivoire? On expliquait en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, que dès que vous êtes doula, on veut vous donner de la mort. Au temps du président Gbagbo, qui était derrière ces fumisteries et ce montage grossier. C'était des hommes politiques qui soutenaient ça, c'était la France. C'était quoi l'ivoirité de M. Bédié? L'idée en soi n'était pas mauvaise. Oui. L'idée en soi n'était pas mauvaise. C'est-à-dire que pouvoir mettre en exergue une notion d'ivoirité de la spécificité ivoirienne. C'est-à-dire que d'une Côte d'Ivoire qui se regarde par elle-même et qui arrive à se développer à partir de ses mécanismes culturels et historiques. C'est bien. Mais M. Bédié n'y a rien mis dedans. Il a mis une histoire de
de tribalité, de tribalisme et de politique sectaire pour écarter certains du pouvoir. C'est ça qui a empoisonné la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne vois pas et je ne mets pas et je ne donne pas beaucoup de considération à la question tribale dans l'assassinat de Thomas Sankara. C'est la France, avec pour soutien la Côte d'Ivoire, l'élite politique corrompue criminelle de Burkina Faso, la hiérarchie militaire criminelle qui assassine Thomas Sankara. Moi, je fais une lecture simple. Je devais être à l'époque en troisième, en seconde. Simple. Voilà pourquoi nous n'avons, nous les panafricanistes, jamais accepté cette mascarade qu'on a appelée de procès. Mais en même temps, j'ai même eu le désaccord avec le président Banda dessus. Je lui ai dit, président, les gens meurent. François Mitterrand n'est plus là. Tu ne peux pas faire le procès de Thomas Sankara sans François Mitterrand dans le box. Ou Fouette Boigny n'est plus là. Certains sont plus là. C'est en 86. Les enfants qui sont nés en 86 ont quel âge aujourd'hui? Même cette mascarade de procès, où on vient lire les faits, expliquer à la nouvelle génération ce qui s'est passé, je prends quand même. Parce que bientôt Jean-Christophe Mitterrand, c'était un fou en France en ce moment, un vrai fou. Bientôt il partira. Ils partiront tous. La momie que tu as décrite là, sur l'image, sur la bouffonnerie qu'on vient de voir, qui se tenait dans cette espèce de rencontre futile. C'est-à-dire que donc, seuls les Africains et notre continent peuvent servir à la face du monde. Nous sommes une spécificité mondiale. C'est une honte, Madame Capel. Vous n'avez pas honte? C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Regardez les individus. Voilà un autre même à côté, on ne parle pas trop de lui. L'autre à côté, c'est un ancien chef d'État. Regardez l'élite politique que la France nous a imposée. Regardez les produits de l'école militaire de Paris. Regardez les produits de Saint-Cyr. Regardez les clowneries, les bouffes. Les mots me manquent. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Quand ce monsieur arrive, il explique que deux choses déterminent son coup d'État. Les questions sécuritaires, Roch-Marc Kaboré ne donne pas les moyens à l'armée. L'armée n'a rien. Oui. L'armée n'arrive pas à lutter contre les terroristes. Et les questions d'ordre social et économique, le pays est très pauvre. Il y a les deux raisons. Et vous savez ce qu'il ajoute? Il dit, donnez-moi 6 mois, je règle le problème. Je sais que mon frère du Burkina Faso, je salue, se dit, mais monsieur Tatinda, vous y avez cru? Mon frère, j'ai cru. Vous croyez? Et lui, il est arrivé, porté par la jeunesse du Burkina Faso. Moi, je veux qu'on rende hommage à cette jeunesse-là. Ouais. Les hommes politiques n'ont mis rien en place pour chasser Blaise Compaoré. Au prix du sang, du sacrifice, du courage. Ouais. Une partie de ces jeunesses va chasser Blaise Compaoré, ouais, en dépit du soutien de la France. Il faut rendre hommage à cette jeunesse-là. Ouais. Roch-Marc Kaboré allait faire comment pour avoir le pouvoir? J'ai donné son parcours scolaire. Il part de Dijon. Doctorat en économie. Élève brillant. Il arrive au sein de la CEDEAO. Blaise Compaoré le copte. Il intègre le cabinet de Blaise Compaoré. Il est envoyé par Blaise Compaoré dans les instances financières de la CEDEAO. Il fait ses classes dans les instances financières de la CEDEAO. On appelle ça on vous baptise. On vous colonise au dogme économique mondialiste. C'est le moulage. Le moulage. Blaise Compaoré le rappelle. Il est directeur de cabinet. Il fait tout. Les postes ministériels. Il est ministre des Finances. Il arrive Premier ministre. Quand monsieur Ouattara a la politique d'austérité, politique dictée par le Fonds monétaire international en 93-94, vend la Côte d'Ivoire aux intérêts mondialistes, monsieur Roch-Marc Kaboré fait la même chose au Burkina Faso. La même politique. La même politique. La même politique. Donc M. Roch-Marc Kaboré n'a jamais, pour nous, été l'illusion même d'une alternative. Oui, il n'a grandi que dans le caleçon de M. Blaise Compaoré. Excusez l'expression. C'est une créature de M. Blaise Compaoré. Et voyant le sens tourner, voulant récupérer la révolution, je crois qu'en 2013 ou en 2012, il décide de faire un volte-face,
de dire qu'il y a des désaccords politiques parce que véritablement, la jeunesse du Burkina Faso patriote n'en veut plus. Et explique à Blaise Compaoré que ton mandat s'arrête en 2014. Toute tentative de modification de la Constitution, nous allons chasser au pouvoir. Toute l'élite politique du Burkina Faso, toute l'élite militaire était avec Blaise Compaoré. Oui. On ne peut pas aujourd'hui ne pas saluer ces jeunes. Je veux revenir sur Damiba. Damiba est dans le fameux régiment de la sécurité présidentielle, la véritable troupe d'élite, nous dit-on. C'est-à-dire que les tontons Makout, ils sont troupes d'élite quand il faut aller justement arrêter et faire assassiner les panafricanistes. Quand il faut faire égorger les panafricanistes. Mais nous, Madame Capet, nous avons une arme. On parle beaucoup. On nous appelle même grande gueule. On préfère. Mais jamais nous ne tenons les armes. Jamais. C'est quoi le palmarès de cette division de sécurité présidentielle? Moi, je m'attendais, moi, Bertrand Tatsinda, qu'une fois le pays attaqué, on allait voir ce qu'on allait voir. Rien. Rien. Monsieur Damiba, c'est quoi son avenir? Il sera arrêté, jugé, il répondra. Déjà, quand il avait sorti son communiqué, expliqué qu'il a fait son coup d'État sans effusion de sang, c'était un mensonge. Il a fait sauvagement assassiner les gardes corps de Roch Marc Kabore. Je ne suis pas un soutien de Roch Marc Kabore. Et c'est sur cette antenne, nous lui avons dit à M. Damiba que nous le tenons responsable de la sécurité de la femme de M. Roch Marc Kabore et de ses enfants. Nous les panafricanistes, on ne fait pas de la politique des personnes. Ce sont des idées. De l'épouse du président de la République, même du président de la République, Roch Marc Kabore. Dieu sait que c'est le désaccord qu'on avait avec lui, puisque c'est moi sur un plateau de télévision qui donne son parcours scolaire, son parcours politique. Il n'a jamais été en dissension. Son parti politique, si c'est le CPP, le CPP, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça ne vaut rien du tout. C'est une aile du parti de M. Blaise Compaoré. C'est de la même famille. Même dans une famille, il y a des désaccords des fois, dans ce qu'on peut appeler les disputes de morceaux de viande. On se fait des désaccords pour aller se vendre à Paris et dire « je peux mieux défendre les intérêts oui. ». Il y a des accords entre M. Ouattara et M. Soro dans la façon de voir la Côte d'Ivoire. Il y a des accords politiques. On peut parler de désaccords. Je vais même plus loin. Il y a un véritable désaccord dans la vision de la Côte d'Ivoire entre M. Bédié et M. Ouattara. Il y a des accords. Donnez-moi une phrase de M. Bédié qui fustige la même île de la France sur la Côte d'Ivoire. M. Bédié est ministre, je ne rêvais pas exister. Je crois qu'il est ministre pour la première fois en 64-65. De 64-65 jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi une phrase. Mais il dit qu'il est opposant. Il veut le pouvoir. Ils expliquent que vous allez voir ce qu'on va voir quand il y a des accords. C'est parce que, dit-il, à l'hôtel du Golfe, M. Ouattara lui a dit, eh bien, je fais 2 mandats. Après 2 mandats, je vous laisse la place. Que M. Ouattara, n'ayant plus respecté l'accord de leur chambre de l'hôtel du Golfe, a fâché M. Bédié. Voilà c'est le désaccord politique. Donc, madame, qu'est-ce qu'on commente sur M. Damiba? Vous demandez de commenter quoi? On revient sur les revendications de la société civile. Mais les revendications de la société civile sont là. Participer à cette rencontre. Nous appelons le peuple du Burkina Faso. Par contre, moi je vois autre chose. La première des choses que je vois, c'est que la force géopolitique qui tient la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas perdre le Burkina Faso. Parce que pour cette force géopolitique extérieure au continent, la sécurité de la Côte d'Ivoire passe par le Burkina Faso. Oui. La paix en Côte d'Ivoire, les performances économiques même de la Côte d'Ivoire oui. sont liées au Burkina Faso. Au moment où nous parlons, 4 millions de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire. Dont les capacités de production de la fève de cacao, premier producteur mondial de la fève de cacao là, Burkina Faso est dedans. Donc ceux qui décident de tenir la Côte d'Ivoire estiment qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans Burkina Faso. Donc même la démarche politique de ce clown à la tenue militaire,
Ça ressemble beaucoup à la démarche politique de l'autre qui nous dit que le 14 juillet, il va rassembler aussi les chefs d'État. Moi, je vois la même démarche politique. Première des choses. Deuxième des choses. Ben, la CEDEAO a été très indulgente avec cette transition. Alors qu'elle était dans les démarches de négociation avec le Mali. Bim! Sanctions illégales. Le président Banda va venir sur ce plateau avec les textes fondateurs de la CEDEAO et dit: je défie la terre entière. Montrez-moi où se trouve, dans les textes fondateurs de la CEDEAO, un embargo sur un pays n'ayant pas de littoral. Rien du tout. On va violer la loi. Par contre, quand Damiba va dire que il a 3 ans de transition, vous savez ce qu'on va faire? On va lui envoyer le ministre des Affaires étrangères du Ghana. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana va arriver et lui dire que vraiment, les problèmes du Burkina Faso sont les problèmes de la CEDEAO. Vraiment, on va voir ce qu'on... Vraiment, il faut voir cette histoire-là. Résultat des courses, aucune sanction. Or, le nom d'un monsieur apparaît dans des négociations occultes. Un certain Bassolet. Quand en 2000 il part, on dit qu'il est mourant, il a un cancer en phase terminale. Nous avons des informations. Bassolet rencontre les responsables politiques français au Quai d'Orsay. Bassolet a des réunions à l'Élysée. Bassolet est en contact direct avec le pouvoir d'Abidjan. Bassolet est en contact avec le président ghanéen, avec les responsables de la CEDEAO. Il se porte bien, très bien, très bien. Il avait pris 10 ans de prison pour tentative de coup d'État. Et nous, les panafricanistes, nous détenons une bande audio que tout le monde a. Et ces discussions avec M. Guillaume Soro dans la tentative de push de M. Diendéré. Quatrième des choses. Les avocats de M. Blaise Compaoré sont montés au créneau en France 24. Ils disent: oh, bravo! C'est ce qui devait exister. Ah! On vend Blaise Compaoré pour la prochaine élection présidentielle. Peut-être plus lui le mourant, mais on vend son clone. Prochaine élection présidentielle. Et M. Damiba a l'obligation de mener une transition sur mesure qui amène à la reprise du pouvoir par un clone de M. Blaise Compaoré. Parce que le Burkina Faso, tenu par cette force géopolitique qui est la France, c'est la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, on peut isoler M. Goïta et pouvoir serrer le cou à M. Goïta. Que nous saluons le président Goïta, qui a reconnu modestement notre petit soutien. Merci, président. Merci infiniment, président. Vous pouvez toujours compter sur notre indéfectible soutien. Avant de vous atteindre, ils passeront d'abord sur nos corps. Donc, voilà ce qui est en train de se jouer. Et Abidjan, quand vous regardez la situation sécuritaire à Abidjan, toutes les attaques venues du nord de la Côte d'Ivoire sont parties du Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a une force militaire, des rebelles, des djihadistes, donnez le nom que vous voulez, qui n'en veulent pas du pouvoir d'Abidjan, qui ont décidé d'en découdre avec le pouvoir d'Abidjan. Raison donc pour laquelle il faut tenir le pouvoir à Ouagadougou, tenir le pouvoir à Abidjan, en finir avec ces pseudo-djihadistes qui en veulent Abidjan. Cette histoire est inspirée depuis Abidjan. Ce monsieur n'est qu'un valet de M. Ouattara qui de plus en plus, contrairement à ce qu'on croit, s'affirme comme le patron de la CEDEAO. Ce monsieur Ouattara s'affirme comme le patron de la CEDEAO. Donc voilà rapidement, pour moi, les enjeux d'une histoire comme celle-là, de cette bouffonnerie, de le vendre à la face du monde, repris en France directement par les avocats de M. Blaise Compaoré et des journalistes français qui veulent donner l'impression, même un seul instant, qu'un criminel comme Blaise Compaoré, qui ne représente plus rien, ne vaut plus rien, peut être une alternative de paix dans une négociation et même, comment je veux dire, une forme d'arbre à palabre, il peut être présent pour penser quelle plaie. C'est la justice qui soigne les plaies. C'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux alternatives que de prendre ce monsieur. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature du Burkina Faso a appelé les auxiliaires de justice, police et gendarmerie, de faire arrêter ce voyou et de le conduire à la prison, à la maison d'arrêt de Ouagadougou. Voilà sa place. C'est la justice qui planche les plaies. C'est la justice qui rend justice. C'est la justice qui réconcilie. Ce n'est pas prendre un criminel, un voyou qui nous sert. La bouffonnerie qu'on voit et dit que de quelque manière que ce soit, il devrait être condamné. C'est sérieux, c'est un pagnard. Nous, les panafricanistes, ça a été aussi un défi à notre endroit. C'est-à-dire, à la limite même, ça a été une humiliation du monde panafricaniste. Mais nous, on a le temps pour nous. Nous ne sommes pas pressés. Nous dirons, nous verrons la fin de M. Damiba. Si M. Damiba s'amuse, il sera arrêté. M. Blaise Compaoré, même dans ses rêves les plus fous, n'aurait jamais pensé qu'il serait fugitif en Côte d'Ivoire, fuyant même, comment je vais dire, que sa citoyenneté du Burkina Faso, revenant mourant dans la situation dans laquelle il est, ne pesant plus rien du tout,
carrément en train, comptant sur un monsieur Ouattara, qui lui-même, personne ne garantit qu'il sera chef d'État jusqu'en 2025 et caché au Burkina Faso. Voilà rapidement la lecture que nous faisons de cette histoire, de soutenir le peuple patriote de Burkina Faso, de ne pas se laisser distraire par les jérémiades de Mossi et tout. Un pays qui ne va pas comme le Burkina Faso, un pays où il n'y a pas d'économie. C'est le Mossi qui a faim. C'est le Djoula qui a faim. C'est le, je ne sais pas trop, quels sont les noms des ethnies là-bas, qui ont les mêmes problèmes. Donc c'est la France qui agite ça. Ils l'ont fait au Cameroun, Bamileke, Bassa. Ils l'ont fait à Côte d'Ivoire, Djoula, ceci. Ils l'ont fait au Congo, Bakongo, ceci. Ils l'ont fait au Tchad, Zagawa. C'est la France. C'est le travail de la France. Donc ça n'explique rien. Ce monsieur doit tout simplement répondre de ses actes devant la justice du Burkina Faso. Professeur Mbelek, pour les avocats de la partie civile au procès de l'assassinat de Thomas Sankara, grande figure du panafricanisme, il s'agit tout simplement d'un contournement de la légalité. Oui. Pendant que j'écoutais... Partagez-vous cet avis? Oui, bien sûr. Pendant que mes compagnonnistes donnaient leur point de vue, j'ai noté quelques petites choses. Je vais lire, comme j'ai pris la peine de... Parce que je considère que le scénario qui nous est présenté là, bon d'abord c'est un scénario ivoiro-burkinabé, hein, parce qu'ils sont entre eux là, Ouattara, Compaoré, Dabiba, qui a travaillé pour Compaoré, dans la police militaire, on va dire ça comme ça. Voilà. Souvenez-vous, je vais vous envoyer un lien quelque part. Il y a un article de Jeune Afrique qui est sorti au mois d'avril, où il parlait déjà de la venue de Compaoré au Burkina Faso. Parce que Roch-Marc Kaboré a toujours refusé que M. Compaoré puisse venir sans passer par la case justice. Quitte à ce qu'une fois condamné, il y ait une amnistie du président. Voilà. Et donc du coup, il y a eu le coup d'État, et comme Damiba était un proche, donc oui, il y a des liens là. C'est pas tout à fait... Et puis il y a les intentions de Ouattara, quel est le projet. Et puis sans compter l'OTAN, parce qu'on dit la France, mais maintenant il faut dire OTAN. Prendre dans sandwich le Mali, vous avez la Côte d'Ivoire à l'ouest, vous avez au sud plutôt, au sud, vous avez le Niger et le Burkina Faso à l'est, donc bon, le Sénégal aussi. Si on peut prendre le Mali en tenaille, ce serait une affaire intéressante. Donc pour cela, il faut s'assurer que le pouvoir burkinabé est totalement dans ce mauvais plan, quoi. Alors je vais donc lire mes points. Premier point, je lis, hein, vraiment je lis, puisque j'ai pris la peine d'écrire. C'est un tribunal militaire qui a condamné Blaise Compaoré. Donc, comment est-ce possible qu'il soit invité impunément par un président de la transition militaire de son État? Monsieur Damiba est président de la transition militaire, et c'est un tribunal militaire qui condamne Compaoré. Donc comment ça se fait? Il y a le point 2 qui va préciser. Point 2. Pas d'amnistie de la part du président de transition. Ah, parce que je n'ai pas entendu Damiba dire qu'il avait fait une amnistie à Compaoré. Il n'a pas dit. Il n'y a pas, jusqu'à présent, janvier. Oui. Est-ce qu'il a déclaré une amnistie pour Compaoré? Alors, s'il ne déclare pas une amnistie pour Compaoré, point 1, lui, il est président de la transition, il est militaire. Oui. C'est un tribunal militaire qui a condamné Compaoré. Il n'y a pas d'amnistie. Comment il peut l'accueillir? Mais c'est ça. C'est les Africains. Moi, j'ai toujours dit que tous les Africains qui ne font pas la logique mathématique sont des endocolons potentiels, pour ne pas dire des endocolons tout court. Oui. Donc Damiba là, pour l'instant, c'est un endocolon qui s'est dévoilé. Hein. Donc s'il y avait encore des doutes, c'est un endocolon. Donc il travaille avec les colons. Oui. Point 3. Alors, donc, il dit que ce n'est pas pour consacrer l'impunité. Mais alors, à cause du point 2, dont j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi Compaoré n'est pas aux arrêts? Il pourrait très bien participer à la réconciliation à partir de la prison, ou sortant de prison pour venir. Oui. Alors, donc, première chose pour ne pas être en désaccord avec le point 1, le point 2, c'est qu'on le prend, on le met d'abord en prison. Dès qu'il arrive prison, c'est tout. Et une fois qu'il est en prison, maintenant on dit, bon, comme tu viens discuter avec nous la réconciliation, bon, tu sors un instant, on discute. Professeur, il a été condamné par contumace, c'est-à-dire il n'était pas présent au moment de sa condamnation, mais les mandats ont été signés. Voilà. Il fallait tout simplement exécuter les mandats. Voilà. C'est incroyable. Mais maintenant, on lui déloure un tapis rouge. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Point 4. Monsieur, on nous dit que monsieur Roch-Marc Kaboré a été empêché par des individus. Mais le pouvoir de l'État n'existe pas. Comment l'État peut convoquer quelqu'un? Le monsieur est dans le même État et des individus. Hein, il a dit des individus. Il n'a même pas dit la foule, la masse.
et des individus voyous qui l'empêchent. Donc j'ai dit mensonge et enfumage. Bon. Point 5. Zida. Il dit que Zida est bloqué pour des raisons administratives. Mais c'est l'État qui te convoque. Comment l'État peut encore te bloquer administrativement? Alors que l'État peut te donner voilà, un sauf-conduit. Oui. Donc, mensonge et enfumage. Point 6. Alors, comment on peut inviter Kafando, franchement, alors que l'État même, il vit au Burkina. Kafando est là. Hein. Oui. Lui, il est en prison. Hein. Oui. Enfin, il a été condamné en tout cas. Il est malade. L'État sait qu'il est malade et on l'invite encore. Non, apparemment, Kafando, il est en exil, je crois, au Canada. Kafando est en exil. Au Canada. Mais ça fait rien, il est malade. Et vous invitez quelqu'un qui est gravement malade. Puisque l'État est au courant de tout, vous avez même des services secrets. Vous savez que le gars est gravement malade, vous l'invitez encore. Donc, vous savez, c'est en train de ressembler à une espèce de cirque, une mascarade. C'est du Zelensky. Mensonge, c'est du Zelensky, merci. Et enfumage. Voilà. Point 7. Et je terminerai sur ma lecture. Point 7, c'est... Quels sont ceux qui étaient finalement présents parmi les convoqués? Il n'y en a que 2. À savoir Blaise Compaoré qui a fait le voyage aller-retour, puisque le soir là même il est reparti. Et puis Ouédraogo, Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est-à-dire 2 sur 5. Mais c'était un échec, c'est un fiasco. Non seulement c'est une mascarade, mais c'est un échec, c'est un fiasco. En d'autres termes, monsieur Damiba, vous avez déclaré votre imposture, votre forfaiture. Je demande, séance tenante, moi, Jean-Paul Bellec, que le peuple burkinabé s'élève contre vous et on vous met aux arrêts. Toutes ces histoires, alors je suis trop aussi là-dessus moi aussi, pas moi aussi. Moi, je connais le Burkina un peu. J'ai été plusieurs fois au Burkina. L'IPN, je connais. Nébier me connaît. D'ailleurs, je pense que notre frère qui est au Burkina, une fois, il a parlé de moi en disant qu'il me connaissait le passé. Voilà. Le tribalisme. Hein. Je ne vais pas entrer dans le fond du mot tribal, parce que c'est un mot qui était d'abord essentiellement appliqué aux tribus arabes du Proche-Orient. Mais admettons, comment on fait une extension de sens? Parce qu'avant même d'utiliser des mots, puisque nous parlons français, il faudrait voir si ces mots sont adaptés à nos contextes africains. Mais admettons, puisque tout le monde comprend ce que je dis comme ça, ce tribalisme n'est pas panafricain. Je l'ai dit ici à Jonathan Batéguélé il y a quelques jours. Le tribalisme, là, c'est pas panafricain. Je n'ai pas dit que c'est pas africain. Je dis que ce n'est pas panafricain. Conjuguer panafricanisme et tribalisme, d'une façon ou d'une autre, maquillé, pas maquillé, bien présenté ou pas, ça ne changera rien. Le panafricanisme est une extension sur tout le continent africain et la diaspora. On ne peut pas, en vouloir faire gros, se limiter à des choses extrêmement réductrices, comme parler de tribalisme, de tribus. C'est aller même dans le sens de l'OTAN, qui voulait que... vous voyez l'échec de l'OTAN. Attends, c'est pas seulement en Italie ou en Afrique. Hein, parce que je me souviens, là, il y a 20 ans, hein, quand ils ont commencé à instaurer le terrorisme en Afrique, à l'époque, on disait que c'est djihadiste, alors que maintenant, nous savons que c'est terroriste, financé par les Occidentaux, même, dans l'OTAN. À ce jour-ci, il devait y avoir au moins 500 États en Afrique. Oui, il fallait diviser les États comme la RDC, charcutés en 5 ou 6 ou 7. Ouais. Le Niger, n'en parlons pas, l'Égypte même, l'Éthiopie, tous ces États-là devaient être charcutés. Donc, on devait être au moins 500 États, micro-États africains. Et bien sûr, à ce moment-là, si déjà à 50, on a du mal à s'en sortir, nous prenons l'unité, à 500, n'en parlons pas. Voilà. C'est les guerres ethniques partout, dans tous les sens. Voilà. Bon, bref, revenons donc à cette histoire. Donc, tout ce qui est tribalisme, ethnicité réductrice, là, c'est pour les africanistes, ce n'est pas pour les panafricanistes. Qu'est-ce qu'on appelle africaniste quand on parle français? Ce sont les étrangers, par exemple les Français, qui font de l'ethnologie et ils prétendent étudier les civilisations africaines. Souvent, ils ne prennent même pas la peine d'apprendre des langues africaines. Vous voyez? C'est eux les africanistes. Et c'est eux qui ont la volonté de parler de tribus. Je ne vais pas faire la publicité, mais il y a un monsieur comme Bernard Lougan. Hein? Extrême droite, bon, ça ne me gêne pas, c'est leur qualificatif français, c'est pas l'extrême droite qui est le mot qui me gêne, je m'en fous, ça c'est leurs attributs là-bas. Mais bon, en tout cas, colonialiste, raciste, et complaisant, à n'en pas fini, paternaliste, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, voilà. Ce sont ces gens-là qui aiment bien présenter, et pas seulement pour l'Afrique, mais même pour l'Afrique du Nord, les Berbères charcutés en 10 000 tribus, c'est leur vision. Nous disons du nord au sud, de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. Depuis le Maroc
jusqu'en Tanzanie, du nord au sud, l'est à l'ouest, l'Éthiopie, tout ça là. Nous voulons l'unité du continent africain. Nous avons des ancêtres, des prédécesseurs pour ça. Hein? Je ne vais pas les citer tous. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, W.E. Dubois, les Padmore, les Marcus Garvey, les Blyden, et puis d'autres qu'on ne cite pas souvent les noms, hein? Ou Miové même, hein? C'est des panafricains. Hein? Bon, tous ces gens-là, ils ont milité pour que nous soyons, je sais quand on parlait d'un État fédéral d'Afrique noire, et pour que nous pensions globalement nos problèmes. Je signale qu'il y a eu des empires en Afrique. Je crois qu'il y a eu plus d'empires en Afrique qu'il y a eu en Europe. Les empires, c'est un ensemble de royaumes et même un ensemble d'ethnies qui sont gérés par le même État. L'Égypte, c'est le premier État-territoire. On a fait la guerre pour ça. On a unifié le Sud et on a fait la guerre pour unifier également le Nord. Parce qu'on savait très bien qu'il faut une extension territoriale pour pouvoir gérer au mieux, hein, cette bandelette-là autour du Nil. Okay? Et même, l'Égypte n'avait pas de frontières. Ces frontières pouvaient très bien descendre jusqu'en RDC. C'est juste une question de quelle est la capacité à gérer le territoire. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas revenir sur ces considérations. Ça nous comprenons que quelqu'un qui a du terroir puisse être affecté. Mais nous aussi, moi je suis Camerounais, je ne suis pas affecté par ce genre de considération. Même si on essaie de nous manipuler, que je ne marcherai pas. Parce que je sais que c'est contre notre volonté et c'est même celui qui tombe là-dedans, il est piégé, ou il est aveugle. C'est pas comme ça que nous allons nous en sortir. C'est pas parce que si on fait ça, on va commencer à se tuer entre nous. Ouais. On va commencer, et au lieu de regarder le vrai ennemi qui plus tard viendra prendre le dessus sur nous, on va, comme Caesar, je vais chuter là-dessus, in Gallia Muenit, factiones errant. C'est la première phrase du 4e livre de la guerre de Gaulle de Jules César. Je l'ai apprise par cœur, parce qu'on nous obligeait à apprendre les phrases latines par cœur. Quand César vint en Gaule, elle était divisée. Voilà la stratégie de César pour dominer les Gaulois. Merci pour cette intervention, professeur Mbele. Président Bandakani, à quoi s'attendre à travers ce retour de Blaise Compaoré? C'est un retour. C'est un retour, il est présent à une rencontre. Oui, mais c'est tout. Il est venu. À huis clos, on va le dire. Ce n'est pas un retour, puisque je crois qu'il est dans son vrai pays. Il n'est pas retourné dans son vrai pays. Parce que je commence à poser un problème simple de forme. Et qui est aussi de fond. Monsieur Compaoré, puisqu'il faut l'appeler monsieur, cette racaille, cette ordure, est venu à cette rencontre en tant qu'Ivoirien ou Burkinabé. Non, c'est important. Burkinabé, parce qu'on précise bien qu'il s'agit d'une rencontre des anciens chefs d'État burkinabé et du colonel Damiba. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas vous qui posez la question, c'est vous qui posez la question ici. C'est parce que vous regardez. Je suis en train de parler aux Africains. Et à celui qui s'apparente de plus en plus comme un voyou, qui ne sait pas ce qu'il fait à la tête de l'État burkinabé là. Maintenant, on est clair que Damiba, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Il n'est pas là. Là, maintenant, c'est clair. Nous, là, on regardait, mais on sait là maintenant que vraiment, c'est un voyou. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Non, là, maintenant, c'est clair. Hein. L'acte qu'il a posé est un acte de grand voyoutisme, entre guillemets, d'un soi-disant président. Parce qu'on est à la tête d'un pays, on ne pose pas n'importe quel acte sans réfléchir. Si vous êtes militaire, entourez-vous de conseillers. Voilà, ils vont vous dire quelles sont les conditions, quels sont les contours que vous posez. Je pose ma question. Cette tordue qu'on appelle Compaoré, parce que là, que mon frère m'excuse, je m'en fous de son âge, là où il est là maintenant. Compaoré n'a droit à aucun respect. Aucun respect, ce monsieur-là. Tu vas m'excuser. Moi aussi, je suis africain. Mais il y a des choses qu'on ne tolère pas. Des choses qu'on ne tolère pas dans le continent. Donc, je demande que ce type-là est venu à cette rencontre comme burkinabé ou ivoirien. Mais comment quelqu'un peut diriger un pays pendant 22 ans? Dès qu'il prend le pouvoir, il change de nationalité. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire et Burkina sont un pays. Il y a un problème. Donc, il a bon sens. Et ce n'est pas un petit problème, hein. C'est un problème juridique. Je n'ai pas lu le code de nationalité de Burkina Faso, mais je pense qu'il y a quand même un problème juridique. Que même sur la forme, ça doit être réglé, avant même qu'il devienne. Il faut régler ça sur la forme,
et faire un petit communiqué parce que il s'engage la crédibilité non seulement de l'État, mais de celui qui l'incarne. C'est pas un jeu. Monsieur Compaoré a même été jusqu'à ambassadeur du Burkina Faso dans un pays, non? Oui. Ambassadeur de Côte d'Ivoire, je crois au Qatar. Mais attends, c'est quand même sérieux là. Il y a un problème. Il vient là alors, il est burkinabé ou il est ivoirien. Il y a des faits qui ont conduit à ça, de manière objective, que, ayant été chassé de pouvoir, il fallait bien qu'il trouve là où il restait. Il y a eu, maintenant on a décidé qu'il est ivoirien. Mais quand vous l'invitez au Burkina, vous dites qu'ancien chef de l'État de ce pays vient, on ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Entre-temps, actuellement, là, il est ivoirien. Il est ivoirien. La nationalité dont il se prévoit actuellement, c'est la nationalité ivoirienne. C'est une signification juridique. Je laisse de côté la dimension politique. Je laisse ça de côté. Juridique. Un président qui se respecte ne manipule, ne joue pas comme ça avec les choses comme ça. Il s'agit quand même de l'État. Bon, où ce militaire, je ne sais pas où il sort. Il sort de ce type-là. Donc, ça c'est clair. Le deuxième élément de forme, c'est de démontrer, tout le monde a parlé de ça, des mandats d'arrêt qui devaient être faits parce que quelqu'un a été condamné. Alors, est-ce qu'au nom de la réconciliation, la loi n'existe plus? C'est quand même inquiétant quand un chef d'État, entre guillemets, pose certains actes. C'est-à-dire que c'est parce que vous voulez dire que bon, réconciliation et la loi n'existe plus. La loi n'existe. Il y a un problème. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas, au nom de la réconciliation, par votre babadage, le président, la loi disparaît d'un coup. C'est pour ça que les autorités judiciaires du Burkina Faso ont réagi. Oui. Parce que leur honneur était en jeu. L'honneur, quand même, que bon, ok, si on a un fou qui est président, sauvons l'honneur du pays quand même, parce que à l'étranger, on nous regarde. Peut-être que le militaire, là, il est devenu fou. Il est fou. Il sait un peu ce qu'il fait. Il confond tout. Il pense que l'État, c'est un coup de fusil. Bon, nous sauvons-le. Bon, pourquoi je comprends très bien que le conseil des magistrats du Burkina soit sorti, parce que quand même, dans le monde entier, quand même, on regarde ça. On regarde ça. C'est que justice. Oui, on regarde ça. Et puis, on se demande quand même quelque part que bon. On espère qu'il y a encore un magistrat dans ce pays-là. Il y a quelqu'un qui a fait le droit. Vous faites un procès retentissant, le monde entier fait le bruit, les médias parlent partout pour que, quand vous avez fini, vous émettez les condamnations. Un soi-disant militant, on ne sait pas où il sort, ou on ne sait pas ce qu'il se dit, où il est entre-temps, ce qui n'est pas dans sa tête. Il se comporte comme si l'État, c'est un coup de fusil, c'est une garnison militaire. Encore, les garnisons militaires ont des règles. Oui. Des règles très dures. Oui. Attention. En matière de discipline. Attention. Donc ça pose... On est encore au niveau de la forme là. On s'amuse là. Hein? On est en train de jouer. Allez, des petites choses seulement qui montrent que c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux ça de sa part. Et que Damiba n'est pas sérieux. S'il se trompe d'endroit, il dégage là-bas vite. Vite, il va s'occuper de la main. Dégage là. Parce qu'il se trompe, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Prenez un minimum de garantie, de précaution. Oui. Demandez. Oui. Renseignez-vous, c'est pas compliqué. Un président ne connaît pas tout. Non, tout à fait. Les conseillers, c'est à ça. Oui. J'ai envie de faire ça. Quels sont les préalables pour éviter ceci? On va vous dire ça. En 30 minutes, c'est réglé. Oui. Ils pouvaient amnistier avant de le faire. Mais comment? Oui. La grâce présidentielle juste oui. C'était un scandale, mais au moins s'il va dans... Ça devait faire un scandale, mais au moins il va en prison même. Il va pas dire qu'un élément... Au moins il aura respecté le droit et il aura respecté la justice. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc il y a là des choses qui montrent qu'on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas là où il se trouve. Et moi ça ne me surprend pas. Nous avons été très méfiants dès le début à l'égard de ce truc. Nous devons donner un petit sursis pour voir. Oui. Mais là, je crois que c'est un voyou. C'est un voyou. Il y a, je suis seulement au début, hein, laissez-moi parler un peu au bout. Il y a la valeur du procès Sankara en soi. Il faut revenir là-dessus. C'est pas un procès ça. C'est pas un procès. Il faut arrêter ça. Pas un procès ça. Un criminel ne juge pas son crime.
Vous avez un bandit jugé sans... Je vole l'argent et c'est moi qui juge mon vol. C'est ça. On parle de quoi? D'abord, c'est-à-dire que ça soit au plan interne, il y a des éléments que notre ami a convoqués, M. Bindouté. Il y a des éléments. J'ai des réserves sur l'ethnicisation de son analyse. C'est un problème. Je dit tout à l'heure, je reviendrai de manière un peu plus argumentée pour ça. Mais il a donné des éléments qui sont à prendre au sérieux. C'est-à-dire que qui fait le procès? Les gens qui ont que 140 ils font le procès pour se blanchir, pour clore la fête. C'est ça qu'il s'agit là, faire un procès. Ça, c'est la dimension interne. C'est-à-dire ce que le juge sont les gens qui l'ont tué, ou bien sont comment on dit ça, des dépositaires de ceux qui l'ont tué. Mais ils ne peuvent pas juger le crime. Maintenant, il y a la dimension internationale du crime. Même les gens du procès ont reconnu qu'il y a deux procès. Il y a deux, ça a deux. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions du procès. Ça a deux volets. Il y a le volet complot international et le volet entre guillemets nationaux. Même comme les deux sont inséparables. Oui. Monsieur de l'Élysée, là, le jupitérien, il a promis en 2017 dans sa fanfaronnade qu'il faisait au Burkina Faso, à Ouaga, que je vais les archives déclassifier, bien je vais les déclassifier, je mettrai ça à disposition. Il a pris l'engagement devant le monde entier. Ça va être respecté. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez documentés de l'époque qui ont été émis par le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay, la DGSE, l'Élysée et Matignon. Vous faites un procès Sankara sans cet élément, c'est nul. C'est nul. Parce que dans cet élément, vous avez même les coups de fil, les audios des coups de fil qui dirigeaient, comment on dirigeait les événements, mon cher Bindouté. Vous avez même des audios, des éléments, comment on dirigeait les gendarmes, les acteurs des services secrets français, comment ils coordonnaient ça. Les éléments des forces spéciales françaises coordonnaient l'événement. C'est dans ces éléments-ci. Mais, curieusement, ces éléments sont soustraits du procès. C'est un procès, ça. Le procès de Sankara est à venir. Ça n'a pas eu lieu. Bon, les gens vous agitaient quoi qu'ils ont réussi, hein. Mais j'ai pitié, justement, ça me fait pitié. Le sang des patriotes, quand un homme est tombé pour une cause, on ne ferme pas ça comme ça. Jamais. On ne peut pas rêver. Jamais. Le procès Sankara aura lieu. Ce n'est pas les caborés, des gens comme ça qui vont faire le procès Sankara. Non. Pas comme ça. Donc le procès n'a pas encore lieu. Et d'ailleurs, son épouse a réagi. Elle a dit comment elle a été une fois de plus blessée. Froissée. Humiliée. Là, tu joues le conciliateur et tu oublies d'impliquer l'élément fondamental de la réconciliation de la famille de Sankara. Oui, les enfants contraints à l'exil. Je vous ai dit que ce monsieur c'est un voyou. Oui, mais un bandit. Je dis que ce monsieur là, Damiba, c'est un voyou. S'il m'entend, hein, c'est un voyou ça. C'est un voyou. Faut être un peu sérieux. Alors, vous avez, on a un élément important qu'a souligné Bindouté. Le facteur tribal existe dans l'analyse, mais ce n'est qu'un facteur tribal. Mon cher frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, le facteur tribal, ce n'est qu'un facteur tribal. Ce n'est pas la causalité fondamentale. On ne peut pas décrire le Burkina Faso en deux camps, deux ethnies, les Moussis d'un côté et les autres qui vont s'affronter. Ça, c'est une classification purement impérialiste. De deux, c'est une création impérialiste. Cette division-là, c'est qui? Ça ne vous rappelle rien, mon frère? C'est le Rwanda, ça. Ça, c'est le Rwanda. Les Belges ont trouvé une division du travail. Des castes qui incarnaient une division du travail. Ils ont transformé ça en tribu, devenu Tutsi et Hutu. Et qui ne sont pas les seules races, entre guillemets. Il y a des traces. Au Burundi. Au Rwanda. Oui. Mais, au Burundi, oui. Mais ils ont transformé ça en ethnie et ils ont théorisé là-dessus au point de définir, de distinguer les cheveux. C'est-à-dire, on fait même la théorie des cheveux, des dents. Et de la forme du visage. Du visage et tout, de la taille, pour justifier la différence. Et mettre dans un granit un truc qui n'existait pas avant, et ça paraissait désormais vrai. Ça aboutit au génocide. Je voudrais te prendre à témoin que, quelles que soient tes bonnes intentions de dire la vérité dans cette affaire, le risque génocidaire est là. Et on va exploiter ça. Parce que si on dit que c'est une affaire ethnique, l'issue, c'est le génocide. Parce que tout le monde ne va pas faire comme toi. Il y a des gens qui vont dire que, ok, comme c'est l'ethnie, la sélection c'est Kagame. Faisons comme Paul Kagame.
Allons chercher les alliances à l'étranger, aux États-Unis, allons être dans... Comme il a fait. Beaucoup de gens prennent Kagame pour une référence. On le prend pour une référence. Il n'est pas une référence, Kagame. Je suis très poli ce soir le concernant. C'est un criminel, Kagame. Il n'est pas une référence. On ne marche pas sur 1 500 000 personnes de morts pour arriver au pouvoir. C'est quel pouvoir ça? Quel pouvoir? Donc cette théorie qui divise, qui classifie, là, le mot est, je l'utilise exprès, la classification ethnique et raciale. C'est très grave. C'est très grave. Ça n'a jamais existé en Afrique. Nous avons des nationalités, ethniques ou tribales, mais la classification raciale, c'est un truc dangereux. Dangereux parce que, même sur le plan de l'anthropologie africaine, cher René, que tu connais bien, cher frère, une ethnie n'est pas composée seulement par comment ça, une typification identitaire. Une ethnie, c'est un des éléments, l'élément sentimental, l'élément généalogique, mais il y a la culture, l'économie, l'élément économique, le rapport à la terre, le rapport à l'économie et tout et tout. Mais si on met ça de côté et on prend seulement l'élément sentimental que je qualifie l'élément généalogique, on a faussé l'histoire. On a faussé l'histoire. Dès qu'on met en perspective la dimension économique, les fondements matériels de l'ethnie, c'est-à-dire l'économie, du coup, vous avez devant vous l'impérialisme qui apparaît. Immédiatement. Vous voyez son rôle fondamental qu'il a devant vous. Immédiatement. Parce que l'impérialisme a rayé nos conceptions de l'économie. Et du coup, quand on retire cette base matérielle de l'existence, de la quoi dit ça, fondamentale, de la construction, si on peut même parler comme ça, parlons comme ça, de l'édification ethnique, entre guillemets, quand on retire ça, l'ennemi, ça végète en l'air. Parce qu'un homme ne vit pas seulement. Il n'y a personne qui vit parce qu'il dit que ma généalogie est ça. Pour vivre, je dois manger, je dois me loger, je dois me nourrir. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc cette affaire-là, de dire que je connais, c'est pas naïf, hein, je te rassure. Hein, je connais le rêve de l'Empire aussi. Ça, je te rassure, je connais ça. Les Ouattara sont dedans. Les Ouattara et consorts, je connais. Je connais les rêves. Et ça, mais quand tu vas fouiller derrière, il y a qui? Il y a la France, j'arrive. Il y a la France qui est derrière. Qui manipule ça très bien. Ils ne sont pas les seuls. Les Peuls, il y a le rêve d'un empire Peul aussi. Au-delà des frontières, là, il y a le rêve là. Mais quand tu regardes qui est derrière, les Selou d'Alain Diallo en Guinée sont derrière ça. Non, même les Berbères. Mais je dis que je pense que c'est pas les exemples. La sœur, là, Linda Larbaoui a déjà parlé de ça ici. Même l'histoire des Berbères. Il y a plus de cas comme ça. Il y a plus de cas comme ça où les impérialistes prennent en charge ce type de géopolitique ethnique, ethnologique, ça, pour diviser les Africains, mais à un niveau maintenant qui dépasse certaines frontières. Ils anticipent sur nos évolutions. Quand on parle peut-être de l'empire, c'est quoi? Mais tu as les peuples partout dans beaucoup de pays africains. Il s'agit de les constituer en empire. Oui. Mais derrière, il y a quoi? Il y a quoi derrière? Kagame, son projet, c'est quoi? Mais c'est le Tutsi là, c'est-à-dire que c'est le Tutsi Power. C'est-à-dire que quelques élites Tutsi, on n'a même pas réuni tous les Tutsi pour leur parler de ça, attention. Il n'y a pas eu une réunion de Tutsi, on a dit que Tutsi Power. C'est quelques élites qui manipulent des ressentiments, des frustrations historiques pour géopolitiser un Tutsi Power, si on prend le cas du Rwanda, mais qui est au service de Kagame et son clan et les autres. Mais qui est le patron de ça? Washington, les Occidentaux. Ils sont eux, ils sont derrière. Ça existe partout. Donc, quel que soit ce que nous avons dans le cœur, ne tombons pas dans le piège tribal. Ne tombons pas dans le piège d'essentialiser, n'est-ce pas, nos appartenances. Pas tomber dans ce piège. Parce que là, la seule solution, c'est le génocide. Chaque État doit étudier ça, ça se débute par le génocide. Or, le génocide est inacceptable. C'est inacceptable le génocide. De dire que je vais aller exterminer un semblable, surtout un Africain comme moi, je l'extermine pour exister. C'est ça Kagame et consort. Donc, je vois qu'on me demande de chuter, je voulais préciser ça. Pour terminer par quoi? Bertrand tout à l'heure a vu ça. Que derrière le bluff qu'on fait là, les vraies choses se préparent. Il y a une bagarre au sein de la famille néocoloniale burkinabé actuellement. Et cette bagarre est exacerbée par le fait que bon,
un incompétent est au pouvoir. Un incompétent qui ne sait pas qu'il est au pouvoir. Dans la famille, il y a ceux qui veulent rapidement que la tradition militaire s'abrège très vite et que les politiques prennent le pouvoir. Ces politiques-là sont les qui? Ce sont ce que j'appelle l'aile parisienne de la politique burkinabé. C'est-à-dire qu'il a parlé de ça, les gens, les amis de Compaoré, la grande famille là de Compaoré, avec ce qu'il a produit pendant 22 ans. C'est-à-dire tous ces gens qui, historiquement, sont les produits français. Et ça remonte de très loin. C'est la bagarre depuis l'indépendance. On peut même montrer encore très loin. Hein? Même quand les deux pays, la Côte d'Ivoire, ça formait un même pays. Vous allez remonter, vous allez voir cette géopolitique-là, qui est que l'exploitation coloniale, tout tourne autour de la mise en valeur de la colonie. Tout. Il lève le doigt, il ne veut pas la parole. Donc tout tourne autour de ça. Ces vieilles familles-là, ces vieilles familles historiquement-là, sont renouvelées et continuent. Actuellement, ils ont l'occasion, non? Compaoré est parti, il y a une bagarre entre eux, qui prendra le pouvoir entre eux. Vous avez le camp Compaoré, demain même, le Congrès dans son parti, on l'a appelé de venir arbitrer les conflits au sein de son parti. Son propre parti, oui. Président d'honneur, que vient arbitrer. On ne s'entend pas ici. Donc, c'est la bagarre-là qui vont jusqu'à déstabiliser une transition qui aurait pu changer le cours du pays. Tout à fait. Si ce monsieur était à la hauteur. Non, c'est ça. Ça déstabilise. Et comme lui, il n'est pas dans son assiette, il n'est pas dans son assiette, tout ça, il est déstabilisé, il n'a pas de paix, il s'embrouille. Il convoque les mêmes gens. Deux serments sont venus. Il y a un qu'on allait transporter, il a dit, Compaoré, un cadavre, un légume, on l'a transporté, il va mettre là pour le décor. C'est un pot de fleurs qu'on a mis là, mais un pot de fleurs même qui ne tient même pas. L'autre, ce sont des pots de fleurs qu'on a mis là. Dida n'est pas venu. Kafando n'est pas venu. Je laisse de côté les explications d'un président qui lui dit n'importe quoi à Mondovision, n'importe quoi, pour justifier leur absence. Vous voyez comment dans la même famille, il est déstabilisé. Parce que la vraie bataille, il a dit, la France prépare la vraie bataille, et il est mieux pour la France que ça se passe entre guillemets démocratiquement, entre guillemets. Donc on va positionner, ils vont positionner rapidement. On lui demande de faire simplement une transition pour faciliter l'arrivée au pouvoir de la famille politique renouvelée, qui va continuer comme avant. Surtout qu'il faut faire attention parce que moins d'erreurs, les Russes vont entrer. Les populations sont pro-russes, les gens en ont assez, les gens sont fatigués. Moins d'erreurs, la Russie va s'installer. Ça c'est le chemin français. La Russie va s'installer, les Briques vont s'installer. Il faut éviter ça par tous les moyens. Lui, on le déstabilise pour qu'il accélère ça. Et comme il n'a aucune consistance lui-même, ça va dans tous les sens. Et on va le ridiculiser comme ça au point où ça risque très mal se terminer pour lui. Parce que les politiciens là, ils sont très retors. Ils sont très vicieux. Ils vont le déstabiliser comme ça là. Ça va très mal se terminer contre lui. Il peut m'avoir encore même un coup de temps encore. C'est-à-dire que pour régler son sort à lui. Donc, vraiment, nous souhaitons que les populations burkinabées montent au créneau. C'est elles qui ont la solution là maintenant. Que les populations burkinabées montent au créneau. Et c'est important de distinguer la société civile patriotique, elle existe, de la société civile inculte. La société civile inculte existe, tu as raison. Il a raison de dire qu'elle existe. Moi, on en a parlé ici. Je n'ai jamais inclus aux histoires de balais citoyens, tout ça, c'est les machines qu'on a fabriquées. Mais il y a une société civile qui existe. Ils manifestent là tous les jours, on les voit. Quand le peuple burkinabé s'est levé contre les convois de Barkhane, mais c'est historique. C'est historique ça. Ils sont là. Ce peuple-là, ils se battent. Donc vivement qu'un nouveau Sankara émerge, n'est-ce pas, dans ce pays-là et le remettre dans sa trajectoire historique. Monsieur Dacier de Bedunte, en 1 minute 30, s'il vous plaît, pour rebondir. Nous reformons ce... Oui, moi, je voulais préciser une chose. Je ne suis pas un ethniciste et ce dont je parle, c'est pas moi qui le dis. C'est des documents officiels. C'est le problème de fond qu'on a. C'est pourquoi je suis reparti à l'histoire pour vous parler comment on est arrivé à cette question de réconciliation nationale. Parce que la France nous a divisés et Nazi Bouni en appelait à cette rencontre. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quand le frère Bertrand parlait de millions de Burkinabés qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment est-on arrivé là? Ce sont ces problèmes coloniaux parce que pendant la colonisation, les autres peuples étaient en lutte
Et comme le peuple Mouaga collaborait avec la France est venue à partir du pays Mossi, prendre des Mossi en venant en Côte d'Ivoire pour travailler dans la plantation, pour développer l'économie, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une résistance. Voilà comment est parti notre problème historique avec la Côte d'Ivoire. Et finalement, ces gens-là sont devenus la diaspora. C'est pourquoi Burkina a beaucoup de gens. Et pour la vallée du Niger, c'est comme ça la France est venue en pays Mouaga, puiser la main d'eux pour envoyer, parce que les autres peuples étaient en résistance. Ça, c'est un fait d'histoire. Maintenant, la question est précise. Comment le fédéralisme, l'Empire, la Fédération du Mali a été destituée? C'est à cause de ces questions. Parce qu'on avait vu les mêmes chefs pour dire que si vous vous alliez à ces gens-là, ils vont tuer la chefferie. Aujourd'hui, la question de justice dont vous parlez, il ne peut pas y avoir de justice. Parce que au Burkina, je suis d'accord avec vous, il y a des patriotes. Nous tous, nous luttons. Quand vous prenez Roch Christian Kaboré, quand il est arrivé, son ministre des Mines, le gouvernement a détourné de l'or avec ses minéraux pour exporter, pour aller extraire, c'est volé. Il y a un journaliste d'investigation, Ladji Bama, qui a sorti le problème. Parce que la douane a arrêté ça, ils ont caché. On a appelé ça l'affaire Charbon Fait. Ça a une valeur de 400 milliards. Le journaliste, finalement, on voulait le tuer. Parce qu'il a osé dénoncer. Qu'est-ce que la justice a fait? Il a fallu que les gens luttent. Maintenant, cette question de Blaise Compaoré, quand vous parlez de justice, moi je suis dedans, j'étais dans la presse, je sais de quoi je parle. Et ici, même si vous ouvrez l'antenne, on va mener le débat, vous allez voir. S'il y a d'autres Burkinabés, vous allez voir. C'est des documents officiels. Le maître Passere Titenga, le premier avocat du Burkina, quand l'affaire de Blaise Compaoré, qu'ils veulent machiner comme ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la justice n'est pas au-dessus de la nation. Que c'est la nation qui est au-dessus de la justice. Vous voyez comment les gens ont conçu eux-mêmes la chose. Pour que ça se retrouve aujourd'hui être une déception pour tout un pays. Donc, il ne faut pas vous attendre à une question de justice. La question d'ethnicisme dont je parle, Norbert Zongo, je dis bien le même Norbert Zongo, avait produit un rapport sur l'état de cette situation qui a planté le pays depuis avant les indépendances. Il a remis au premier ministre d'alors, Youssouf Ouedraogo. Et il interpelle l'État afin de poser le problème pour que les Burkinabés puissent travailler là-dessus et s'unir afin d'évoluer. Le rapport, ils n'ont pas parlé de ça. Et si vous voyez aujourd'hui que le pays est planté dans les rapports du collège des sages, ça a été évoqué. Le CCRP, ils ont évoqué ça. Dans les rapports du médiateur du FASO, ça a été évoqué. Moi, je ne suis pas dans l'élan ethniciste. Mais en tant qu'anthropologue, je vous dis que si l'Afrique ne maîtrise pas son histoire coloniale, afin de recorriger son histoire et d'aborder les problèmes soi-disant ethniques qui se posent à nous, on ne peut pas avancer. Parce que le peuple Mouaga dont je vous parle même, personne ne peut s'attaquer à eux. Parce que c'est le peuple le plus hétérogène. Thomas Sankara même était un sous-groupe du mariage Peul-Mossi, qui va naître le sous-groupe qu'on appelle la Moré Silmi Mossi. Donc Thomas Sankara, c'est un Mossi. Et eux-mêmes, c'est un groupe de société. Ce n'est pas une ethnie hétérogène. Nous le savons tous. Mais maintenant, il y a un groupe d'individus qui, au nom maintenant de l'ethnie, a planqué le pays. Et c'est ce que les gens dénoncent. Je vous ai cité l'homme politique Souman Touré. Il a passé tout son temps. Moi, je ne suis pas en train de vous donner des analyses ethnicistes. Moi, je veux que vous compreniez comment les problèmes, comment le Burkina vit les problèmes. Donc, c'est ça que je voulais dire tout simplement, afin qu'on puisse se comprendre. Pour ne pas que vous voyez que le problème bascule dans l'ethnie. Non, c'est un problème officiel que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes à résoudre. Mais il faut dénoncer, il faut en parler pour interpeller les gens afin qu'ils trouvent des idées pour s'en sortir. Sinon, c'est pas pour dire que un tel est mauvais, un tel n'est pas mauvais. Non, il y a un problème qui est là, qu'il faut toucher du doigt, éclater le problème, en parler à grand jour, et afin que les gens puissent se parler pour continuer. Sinon, c'est pas pour que on dise que non, il y a un problème ethnique, ou bien il y a un tel là qui veut que ça soit un problème ethnique. Non, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème.
Secondes, s'il vous plaît, Président Bandakani, 30 secondes. Moi, je pense qu'on peut faire l'effort d'analyser les problèmes en dépassant le piège ethniciste. C'est très important. C'est ça que je suis en train de dire. L'Afrique a ses moyens, nous avons les éléments pour le faire. Les méthodes que les Cheikh Anta Diop nous ont laissées et d'autres intellectuels africains, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de dépasser ce genre d'analyse. Je dis même au niveau de l'anthropologie. Vous comprenez? Parce que quand on dit les moussis, c'est la guerre civile. Vous dites les moussis. Les moussis. Mais quand on prend l'exemple de Sankara, il dit que Sankara était moussi. Mais Sankara travaillait pour les moussis. Sa politique était une politique moussi. C'était une politique panafricaine. Je dis qu'on a le moyen, si on analyse très bien, quand on analyse très bien cette affaire, Bouffé l'a dit, c'est la grille de lecture anti-impérialiste qui permet d'affiner l'analyse et de dépasser le problème ethnique. De dépasser ça. Il faut donc privilégier ça, mon cher Bidounte. Il faut privilégier la grille d'analyse qui permet de sortir de ce carcan. Parce qu'on peut voir une chose qui paraît vraie, ou elle n'est pas vraie. Quand on pousse l'analyse loin, la réalité n'est pas ce qu'on voit. Vous comprenez? Deuxièmement, les documents officiels du pays. Un document officiel, c'est un document sur lequel on a mis cachet officiel. Un document officiel peut être un document qui est mauvais, qui est faux, qui prolonge une politique néocoloniale sur lequel on a mis un cachet officiel. D'accord. Ça peut être un élément d'information, mais ça ne peut pas être une référence. Si on veut vraiment dépasser l'analyse du pays. Voilà pourquoi Sankara est vraiment quelque chose d'important pour le Burkina et l'Afrique. Il est important parce que lui, il a vu toutes ces contradictions là de votre pays. Il a amené sur la table une grille d'analyse. Ce n'est pas la seule, hein. On peut faire mieux que lui. Mais il a amené une grille d'analyse qui permettait de poser le problème de Burkina Faso en sortant du piège ethnique. C'est ça qui fait l'originalité du sankarisme. Et il faut que les Burkinabés qui veulent changer leur pays s'appuient sur des repères aussi solides de cela pour dépasser la grille ethniciste, qui va mener le pays dans une guerre dans laquelle ils ne vont jamais sortir. Et c'est le rêve des Occidentaux. Oui. Merci pour cette intervention. Merci, cher monsieur, pour vos différentes interventions dans le cadre des deux thématiques. On va clôturer ce programme avec la dernière thématique concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA. On va faire un dernier tour de table. Voilà, la programmation nous permet de faire cette prorogation de temps, on va le dire ainsi. On commence par vous, monsieur Bertrand Tatinda. Alors, très rapidement dans l'analyse, quels enjeux autour du maintien de la paix et de la sécurité au Mali, un nouveau mandat de la MINUSMA? Aucun enjeu de la MINUSMA. La MINUSMA n'a rien apporté au Mali. La MINUSMA est portée par le Conseil de sécurité. Les patrons de la MINUSMA sont au Conseil de sécurité. Les résolutions qui fondent la MINUSMA sont souvent des résolutions qui n'ont rien à voir avec les intérêts maliens. Absolument rien du tout. Donc, je crois, et puis on introduit des subtilités dans ces résolutions qui créent la MINUSMA, comme étant les histoires de respect des droits de l'homme, les histoires de bonne gouvernance, des histoires de démocratie. Ça leur permet de garder la main sur votre politique intérieure et de pouvoir à tout moment intervenir. Donc, je crois que cette fois-ci, ils ont encore eu une légère avance sur les Africains et les responsables de la transition malienne, mais je crois que c'est vraiment la dernière prorogation de la MINUSMA au Mali, parce que la MINUSMA ne pourra plus rester au Mali, parce qu'elle insécurise même, de mon point de vue, le territoire malien. Maître Janvier Momo, pour des observateurs panafricains, la MINUSMA est considérée comme les services secrets de l'Occident. Partagez-vous cet avis? Alors, madame, lorsque vous me posez la question de savoir si je partage cet avis, je vais vous répondre très sincèrement. Vous savez, qui est à l'origine de la requête qui envoie les casques bleus des Nations Unies au Mali? Allons toujours à l'origine. Ça n'a jamais été le Mali. C'est à chaque fois la demande de la mise en œuvre des contrats, des rapports ou des accords de défense avec la France, qu'en réponse, au lieu d'intervenir, la France cherche un mandat plus grand. Et dans ce mandat, il a le plus grand intérêt. Qui a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies
pour que la MINUSMA, pour qu'une mission se retrouve, des Nations Unies se retrouve au Mali. Et là, c'est la France. En réponse à la demande des autorités maliennes de les assister dans le cadre du respect des accords de défense. Parce que beaucoup ne veulent pas comprendre ce qui se passe réellement au Mali. Mais le Mali a été trahi. La MINUSMA, c'est la preuve de la trahison du non-respect des accords de défense avec la France. Nous sommes dans des accords avec des articles bien définis. Je suis en insécurité. Nous demandons l'application d'une disposition qui dit expressément que tu dois m'assister lorsque je suis dans des difficultés en matière de défense et de sécurité. Alors, qu'est-ce que fait la France? Elle saisit d'une requête le Conseil de sécurité des Nations Unies qui envoie une mission. Et c'est eux qui sont derrière la mission. Merci pour cette intervention, Maître Janvier Momo. Professeur Mbelek, renouvellement du mandat de la MINUSMA, quels enjeux pour le maintien de la paix et de la sécurité au Mali? Bon, je pense que les prédécesseurs l'ont déjà dit. La MINUSMA n'a jamais rien fait de bon depuis qu'on a nommé un officier français à la tête de la MINUSMA. La première MINUSMA, je me souviens, combattait les terroristes. Et elle a été plusieurs fois. Plusieurs soldats africains, ce sont des Africains d'ailleurs. Au départ, c'est des Africains. Les Togolais, je sais pas, il y avait différentes nationalités. Il y avait des Camerounais aussi, des Tchadiens, il y avait différentes nationalités là-bas. Et les premiers soldats, les Congolais, RDC même, je me souviens. Les premiers soldats, je crois même le premier officier était de la RDC. Et les premiers soldats, ils tombaient sous les coups des terroristes parce qu'ils étaient trahis par la France. Comme ils l'ont fait plus tard pour l'armée malienne, c'est-à-dire qu'ils indiquaient leur position aux terroristes. Et voilà. Donc lorsque maintenant, à l'époque le Tchad aussi combattait, il y avait l'armée tchadienne en tant que telle. Donc lorsque maintenant ils ont voulu, comment dire, et à l'époque, je vais le rajouter également, il y avait des manifestations organisées par ces groupes qu'on appelait, qui mélangent le MNLA avec certains collaborateurs nordistes de la France, dans les populations touareg, la SEMA, on les appelait la SEMA, je pense, la SEMA, voilà, et ils organisaient des manifestations contre la MINUSMA. C'est qu'ils organisaient le peuple pour que le peuple, certaines populations du Nord aient manifesté pour que la MINUSMA quitte le pays. Donc maintenant, la MINUSMA que l'ONU veut absolument imposer à travers la France dans l'OTAN, c'est celle qui travaille pour l'OTAN. C'est qu'ils ne sont pas là pour combattre les terroristes. On a dit ici qu'ils donnaient même des informations, c'est des anciens de renseignement. Ils touchent leur salaire, qui sont très mirobolants. Le budget de la MINUSMA, 7,3 milliards de dollars de 2017 à 2018. Juin 2017, juillet 2018. Juillet 2017, juin 2018. 7,3 milliards de dollars. Et si ce budget était reversé à l'armée malienne même, vous pensez bien que ça aurait déjà eu beaucoup plus d'effets. Donc autant d'argent dépensé pour pas grand-chose. Juste pour amener le pays à quoi? À une plus grande occupation djihadiste, avant que l'armée malienne, maintenant épaulée par la collaboration militaire russe, récupère le terrain. Mais souvenez-vous, on est passé du nord à l'occupation du nord et du centre par les terroristes. Oui. Et la MINUSMA était là. La France était là. Les forces armées européennes qu'on appelle Takuba étaient là. Donc la MINUSMA, tout ça c'est pour nous distraire. Et c'est en fait, je vais résumer. On a parlé de tout ça au début de l'émission. FMI, dégage. MINUSMA, dégage. MINUSCO, dégage. MINUSCA, dégage. Tout ce qui nous fait perdre du temps, dégagez. Et je ne fais pas la différence entre MINUSMA, MINUSCA, MINUSCO, je ne sais pas quoi d'autre, et puis le problème ethnique. C'est la même chose, parce que autant de force, cette dispersion des énergies, c'est la même logique qui fait que, au lieu que les Africains pensent tous dans la même direction et ensemble, en fraternité, on essaie de les diviser au niveau des groupes ethniques qu'on appelle maintenant des tribus. C'est la même logique de diversion. J'ai cité Jules César tout à l'heure. Au fait, c'était le livre 6 de Jules César, pas le livre 4. Mais comme le 1 en latin peut passer devant ou derrière le 5, voilà, ma mémoire a mal retenu. Ce livre 6 de Jules César, la phrase là, quand César vint en Gaule, elle était divisée. Ça veut dire que pour que César
il a vu cette division et il l'a accentuée pour qu'il ait le dessus sur les Gaulois, alors que c'était juste un petit Romain qui traînait par là avec quelques légions, pour qu'il domine toute la Gaule, parce que la Gaule, c'est pas seulement la France. Quand on dit Gaule, c'est un peu plus large. Voilà. Eh ben, il a fallu qu'il profite de cette division. Nous ne tomberons pas dans cette division. Et la MINUSMA fait partie de cette division. Parce que même disperser nos efforts, disperser notre pensée, c'est la même chose. Disperser nos énergies. Donc MINUSMA, moi je pense que ce n'est qu'un problème de rapport de force. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que le rapport de force n'est pas totalement en faveur du gouvernement malien. Sinon, la MINUSMA, comme l'armée française, doit seulement partir. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ils peuvent, parce que c'est même nous prendre pour des imbéciles, prétendre que oui, le Mali a encore besoin. Ok, les États-Unis ont besoin de quoi? Avec tous les pauvres qu'ils ont là-bas, avec toutes les tueries qu'ils ont là-bas. Hein? Chaque fois, il y a des tueries, massacres. Et eux, ils ont besoin de quoi? Donc, qu'ils arrêtent de nous dire ce dont on a besoin. On savons nous-mêmes ce qu'on a besoin. Et pour cela, il ne faut pas prêter le flanc avec ces affaires de ethnie et tout et tout. C'est pas la peine. Il faut qu'on redevienne une nation continentale forte, qui inclut la diaspora, j'insiste. C'est-à-dire que, dans le futur, si on touche à un seul cheveu d'un Africain de la diaspora, fût-il les États-Unis, l'Afrique intervient. Monsieur Bidounte, en quelques mots, quel est le rôle de la MINUSMA au Mali? Du rôle de la MINUSMA, il faut d'abord se poser la question. Oui, pour parler du rôle de la MINUSMA, il faut d'abord se poser la question, quel a été le bilan de la MINUSMA au Mali? Il faut d'abord se demander quel est le bilan. Voilà, et c'est pourquoi je dis toujours, il faut qu'on maîtrise l'histoire coloniale. L'Occident a toujours intervenu par effraction et avec des justificatifs. Le renouvellement de ce mandat est l'échec de tout, quelque part, de notre combat. Parce qu'on n'aurait pas pu permettre qu'on renouvelle ce mandat au Mali. Le peuple malien ne devait pas permettre ça, les autorités maliennes ne devaient pas permettre ça. Les accords qu'ils ont avec la Russie, autant d'armes qu'ils sont en train de payer. Pourquoi mettre autant d'armes dans l'achat des armes et autant d'argent dans l'achat des armes et renouveler la MINUSMA qui est là, qui n'apporte rien pour le peuple? Et c'est là maintenant, quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on fasse attention aux divisions. Mais quand des leaders ne connaissent pas l'histoire de leur pays, mais ils vont amener le pays à volo. Et quand les leaders ne se préparent pas à grandir leur pays, ils ne peuvent pas le grandir. La situation est là. Moi, je l'ai toujours dit, comment le Mali aujourd'hui peut peiner à se donner une voix et permettre ça? Parce qu'au début, quand j'en parlais, je disais il faut chasser tout ça. Certains me disaient que non, il faut aller doucement, il faut attendre la fin du mandat et après on ne va plus renouveler. Voilà la situation aujourd'hui. Pourquoi permettre qu'on renouvelle le mandat de la MINUSMA au Mali? Pour répondre à quels besoins? Quand on sait que les Maliens sont en train de payer des armes et des armes et des armes, c'est qui va combattre finalement? Et pourquoi ils sont là? Ils sont là qui payent la facture. Et le peuple malien continue de souffrir. Mais c'est ces gens qui viennent, qui utilisent notre histoire coloniale contre nous. C'est maintenant à nous de savoir, est-ce que le Mali a besoin d'aller prendre des connaissances politiques quelque part pour se bâtir? Non. Les Sundiata qui étaient ont balisé la route. Mais aujourd'hui, pourquoi le Mali peine? Donc moi, je pense que pour ce problème de l'aménagement, c'est quelque part un échec. Et il va falloir que le peuple malien, dès à présent, se lève pour demander à Assimi Goïta, les jours à venir, de dire non à la continuité de l'aménagement. Parce que si l'aménagement reste, je vous l'ai dit aujourd'hui, les jours à venir, vous allez voir la crise malienne va prendre une autre tournure. Parce que maintenant, ils ont eu mandat officiel, légal de rester. Ils vont passer à autre stratagème et ça va compliquer la tâche. Vous avez des armes, vous avez des millions de jeunes qui vont d'ailleurs à l'immigration. Mettez ces armes à leur disposition, vous transformez ça en une guerre populaire et vous chassez toutes les armées extérieures et vous allez voir comment régler la crise. Mais si vous laissez, on laisse l'aménagement, les jours à venir, vous allez voir encore, ils vont faire quelque chose, on va se lever encore pour dire qu'ils ont fait ça. Les peuples maliens doivent se lever et dire à son président de dire non à la continuité de l'aménagement au Mali, un point c'est tout. Sinon, la crise ne sera jamais résolue et ils vont s'asseoir dans ce débat-là pour ne rien faire. Président Badekani, en quelques mots, quel est le véritable rôle des missions onusiennes en Afrique? En quelques mots, s'il vous plaît. Détruire l'Afrique. Les missions onusiennes sont là pour détruire le continent africain. L'ONU est la face légale de l'esclavagisme moderne qu'on a imposé au continent africain. Après l'esclavage à l'état brut des siècles passés,
on a remplacé par l'esclavage colonial, aujourd'hui par l'esclavage globalisé et mondialisé, qui se traduit par la domination économique et monétaire du continent, avec l'entretien du déséquilibre fondamental, à savoir l'iniquité des termes de l'échange. C'est l'esclavage. Mais l'ONU s'est à couvrir ça, a donné l'impression qu'il y a les droits de l'homme et que les peuples sont unis dans un bâtiment qu'on appelle, qui est là-bas, aux États, c'est San Francisco, oui, à New York, qui est là-bas à New York, c'est ça qu'il s'agit. Pour le cas précis du Mali, l'OTAN cherche une couverture morale pour son crime, c'est pas autre chose. Il faut une couverture morale, il faut une justification morale. À partir du moment où il y a une rupture, où le Mali a dit partez chez vous, je veux plus vous voir ici, le petit diplomatique, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un argument qui justifie la présence. Et on cherche l'ONU pour ça. C'est pas autre chose. La discussion qu'il y a eu à l'ONU est assez révélatrice. Oui. Les Français demandent un mandat qui permet à Barkhane de survoler l'espace aérien du Mali, oui, pour aller soi-disant lutter contre le terrorisme. C'est quoi ça? Et sans l'aval de l'État malien. Le Mali a dit niet. D'ailleurs, le Mali a même dit. Ils ont été clairs. Donc moi, je ne suis pas pessimiste comme mon ami Bindouti. Je ne suis pas pessimiste. Ils n'ont pas le moyen. Le Mali a des alliances solides. Il est un peuple conscient. Ça ne marchera pas. Le Mali a été clair à l'ONU qu'on ne va pas appliquer ça. Que la MINUSMA là, nous l'État malien, on ne lui donnera aucune autorisation de survoler, de sortir de son camp. Ils vont parquer la MINUSMA dans son camp. Ils l'ont dit de façon claire. Oui. Il n'y a même pas de débat. Ils vont sortir par où? Alors maintenant, bon, ils vont manger leur argent parce qu'ils aiment bien dépenser l'argent international, mais l'État malien a été clair. Et quand le ministre Diop est rentré au Mali, il a fait une sortie publique, il a encore dit que la MINUSMA est sous la souveraineté malienne. Il a été clair que c'est nous. Ils sont ici là, ils sont au Mali, notre souveraineté malienne. Donc, c'est-à-dire, en réalité, tout ça, ça ressemble à un scénario déjà connu. C'est de la guerre froide. C'est-à-dire que les Occidentaux, à travers le temps, veulent maintenir une capacité de nuisance pour obliger l'État malien à négocier. C'est ça qu'il s'agit. Ils veulent à tout prix peser dans le partage du Sahel. Parce que je vous dis, militairement et sur le plan géopolitique, les Occidentaux n'ont plus les moyens de stabiliser le Mali. Attention, si c'était possible, ils n'auraient pas levé l'embargo. Hein. Qui a fait une défaite, il n'aurait pas laissé le régime malien, serait déjà tombé depuis. Il serait simplement allé envahir ça avec une force militaire. Et c'est ce qu'il devrait faire. La France devait faire ça, parce que mais le Mali a signé la fin de la France. C'est une humiliation pas possible. Qu'est-ce que vous croyez? C'est parce qu'ils savent très bien qu'en face, il y a garçon. Comment dire, il y a les répondants sur le plan de la géopolitique et sur le plan géomilitaire qui sont en train de balbutier. Maintenant, l'OTAN est sorti. Mais l'OTAN, c'est qui? C'est les États-Unis. Je vais terminer, je vais vous dire une chose que les gens peuvent oublier. L'OTAN, c'est-à-dire les users, écoutez-moi bien, ont un retard de plus de 30 ans sur le plan militaire à l'égard de la Russie. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Hein. Parce que les gens ne savent pas ça. Hein. Ils disent au moins 30 ans à l'heure actuelle, l'écart. Ouais, pourquoi peux-tu les naguer tous les jours? Il faut pas croire qu'ils ont été battus en Syrie, on les tape en Afghanistan, ils ont été battus en Ukraine. Qu'est-ce que vous croyez? Donc même s'ils viennent là, c'est juste une capacité de nuisance pour que si les gens qui ne savent pas réfléchir, ceux qui n'ont pas le sens pour de l'analyse géopolitique et géomilitaire, on dit que non, négocions vite. Non. S'il y a la guerre, on va les faire la guerre, on va les battre. C'est clair. Le Sahel n'est pas négociable. Hein. Le Sahel, s'il faut la guerre pour ça, on fera la guerre pour les chasser. C'est clair. Donc le débat, et je peux vous dire que l'État malien est suffisamment préparé, est bien conscient des enjeux qui se préparent, ils savent ce qui se passe. C'est de cela qu'il s'agit. Dans la MINUSMA va s'agiter là, on va les parquer dans leur camp là-bas. Ils vont boire du whisky, ils vont saouler, ils vont faire les bêtises qu'ils font l'habitude de là. Mais pas moyen de s'amuser là pour faire ce qu'ils rêvent là. Merci, Président Badakani. C'est ici que nous mettons un terme à ce programme. Président Badakani, merci pour votre disponibilité. Vous êtes analyste politique, mais également président du nouveau mouvement populaire. On n'oublie pas M. Bertrand Tatinda, qui est analyste politique, Maître Janvier Momo, analyste politique et juriste, professeur Mbelek, astrophysicien, sans oublier également, il est panafricaniste. En multiplex, nous avons eu M. Bidunte, qui est sociologue. Merci infiniment, chers messieurs.